Et j'ai commencé pile quand tu bravo. Je sais faire C'est des pas grave. entrées et mettre à l'aise mes Tu, invités. tu veux que je recommence, que je fasse genre je bois pas et j'arrive et ah Oh là waouh là, salut Bouziti! Sweet. Bouziti! Eh bien, bonjour, bonjour à tous. Bonjour Plo, bonjour Loïc. J'espère que vous allez bien. Merci Pauline d'être là. Avec le plaisir, merci de l'invitation. C'est 2 heures. J'espère que ça va durer 2 heures. Pas trop dépasser parce que j'ai beaucoup de questions. J'ai beaucoup de J'ai beaucoup de questions, Pauline. T'es arrivée en disant j'ai beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe? Pauline, j'ai trop de questions. Eh ben, je suis là pour tenter d'y répondre, si je Macron, peux, en tout Pauline? cas. Ah, ça, j'ai pas. T'as pas la réponse? Je sais pas. Et je sais pas si j'ai envie d'avoir la réponse. Ce serait un peu. Tu vois ce que je veux dire? Un peu déprimant, quoi. Alors, Pauline, tu m'arrêtes si je me trompe. Tu es journaliste indépendante, autrice de 2 ouvrages. C'est cela. Et rédac chef de Jour de Play pour. Oui, absolument. Tu écris notamment pour le Bondi Blog, pour Affaires Sensibles sur France Inter, Street Press, Arrêt sur et Images, d'autres encore. Tu donnes aussi des cours, mais on va y revenir dans des classes de lycée de la. Ouais, c'est ça. Lycéens, c'est ça. Lycée, collège, je dirais fin collège, début lycée, entre la 4e et la seconde. Les terminales, ils me donnent pas l'heure, on va dire, généralement. Ils sont plus grands que moi dans tous les cas, donc ils me foutent à l'amende. Ils pensent que t'es. Exactement. On m'a déjà demandé mon carnet. Ça, c'est vrai, par contre. On m'a déjà demandé mon carnet dans un établissement pour sortir de l'établissement. C'est... It's humbling experience. Tes angles favoris d'écriture sont donc Internet, la culture web, les nouvelles technologies, mais aussi le genre. Est-ce que tu peux te décrire rapidement pour ton parcours, pour celles qui ne te connaissent pas? Ouais, bien sûr. Moi, j'ai grandi dans le sud-ouest de la France. Je suis née à Toulouse et après j'ai grandi en milieu rural autour de Toulouse, dans l'Aude plus précisément. Et après une scolarité en lycée, en établissement public assez général, j'ai tenté les concours des IEP, donc des instituts d'études politiques, ce qu'on nomme plus vulgairement, on va dire les Sciences Po. Donc t'as Sciences Po Paris et Sciences Po, on va dire dans le reste de la France, qui sont un peu moins cotées, même si ça reste quand même des écoles, élitistes, voilà, où il faut rentrer par concours, etc. Donc moi j'ai eu le concours, je suis rentrée à Sciences Po Toulouse, j'ai fait mes études là-bas. Dans ma ville de naissance et qu'est-ce que j'ai fait pendant cette période-là? De la radio, pas mal, donc du journalisme très tôt parce que j'ai toujours voulu être journaliste et puis je suis partie à Montréal à la fin de mes études pour faire un double master. Donc j'ai fait un master en journalisme et j'ai fait au Québec ils appellent ça un DESS, c'est genre un master mais que d'une année quoi, diplôme d'études supérieures spécialisées en médias, culture et nouvelles technologies, puisque j'étais déjà passionnée d'internet, des réseaux sociaux et un peu de communication politique, tout ça. Donc j'ai eu mes 2 diplômes, je suis rentrée en France parce qu'il fallait que je valide mon diplôme par un stage. Je suis arrivée à la capitale, à Paris, donc en 2018. Et depuis, j'ai toujours été pigiste, donc journaliste indépendante, c'est un peu plus stylé que pigiste, mais le vrai mot... Non mais journaliste indépendante, ça fait un peu « oh waouh, la meuf est indépendante », alors que le vrai mot en vrai, c'est pigiste, qui veut dire, en fait, pigiste, c'est pas vraiment un statut, c'est davantage un mode de rémunération qui fait que la plupart des gens dans un travail salarié classique du style CDD, CDI, à la fin du mois, t'es payé, par le nombre d'heures que t'as fait, peu importe le nombre de tâches que t'as fait, logiquement. À la pige, t'es payé à la tâche. Donc c'est vraiment la version ubérisée au
complexe du journalisme, c'est-à-dire que t'es payé au nombre d'articles que tu rends, que ces articles t'es pris 3 jours à faire ou t'es pris 6 mois, et des fois t'es payé la même chose pour ça. Et donc j'ai toujours été pigiste, j'ai jamais été en rédaction à part un petit passage à 20 minutes le journal gratuit du métro. Pendant 6 mois, mais voilà, j'ai toujours été pigiste et au début c'était une contrainte, désormais c'est un choix de rester à la pige et de pas aller dans une rédaction parce que je prône aussi un journalisme situé. C'est-à-dire qui prend en compte d'où je parle en tant que meuf cisgenre blanche qui est désormais dans une classe sociale plutôt petite bourgeoise, queer, etc., quoi, valide, enfin voilà, en tout cas avec cette vision du monde, et j'essaie d'être le plus honnête intellectuellement parlant, on va dire, dans la manière dont je porte ça. Mais c'est ça un peu mon parcours. C'est from Sciences Po Toulouse tout la capitale, le Capitole tout la capitale quelque part. Wow. On va dire ça comme ça. Donc tu sais faire des chapeaux. Écoute, j'ai appris à faire des bonnes titrailles, à faire des petites punchlines comme ça. Ça marche pas toujours. Des fois, j'ai fait des titres de merde, mais écoute, j'essaye de, en tout cas, de faire toujours mieux et de m'améliorer pour faire des beaux titres à la Libération tous les jours. Je sais, oui, donc tu as parlé de la radio, donc tu ne fais pas que des piges en fait, enfin tu fais aussi de la radio et des, comme on va le voir, des cours. En fait, c'est hyper diversifié, je trouve, c'est ça que ça me passait, parce que c'est pour montrer que être journaliste, c'est pas quelque chose en fait. Ouais, de fou. Je peux faire plein de choses, et moi il s'avère que j'ai passé mon BAFA très tôt quand j'ai eu 17 ans, donc j'ai beaucoup travaillé en colonie de vacances et tout, et du coup j'ai toujours eu un très bon rapport avec la jeunesse, on va dire, et les institutions liées à la jeunesse, et puis j'ai passé mon BAFA dans des cadres d'éducation populaire, etc. Et donc dans l'éducation populaire tu fais beaucoup d'éducation aux médias, donc c'est-à-dire comment on s'informe, comment on développe son esprit critique. Puis quand je suis devenue journaliste, avant de devenir journaliste, j'ai eu un taf alimentaire à une période pendant 2 ans à Paname où je travaillais dans une école dans le 19e arrondissement. Donc j'étais animatrice périscolaire, donc je faisais les repas le midi, l'aide aux devoirs, et j'étais responsable bibliothèque, voilà, parce que grosse nerd quoi. Et du coup j'ai aidé. Non mais c'est vrai, en vrai c'était vraiment, je disais aux enfants, vous n'avez pas envie de lire la nouvelle saga qui vient de sortir. Et du coup, je faisais de l'apprentissage à la lecture pour les plus petits. On faisait un club lecture, on a fait un club radio, on a fait un club média. Entre midi et 2 quoi. Et donc ça c'était trop bien. Et après quand je suis devenue journaliste, j'ai réalisé qu'en fait il y avait beaucoup d'établissements scolaires, surtout en Seine-Saint-Denis là où je travaille et où j'habite, qui étaient vachement en demande justement d'avoir des journalistes qui viennent pour faire des projets médias. Et il s'avère que le département de la Seine-Saint-Denis, et c'est le cas dans plein de départements, mais la Seine-Saint-Denis plus particulièrement parce que ça fait partie des départements les plus pauvres de France, avec le plus de comment ils appellent ça maintenant, c'est plus des ZEP, c'est des REP, donc des réseaux d'éducation prioritaire. Ils financent pas mal en fait, en gros, les projets d'éducation aux médias, les projets artistiques, les projets culturels, pour le faire avec des classes. Et souvent, on se retrouve en fait avec des jeunes profs dans le 93 qui sont trop chauds en fait de faire des projets un peu absurdes, des trucs voilà. Et donc du coup, ça fait 5 ans que je fais de l'éducation aux médias, soit en des petites séances d'1 ou 2 heures, quoi. Je vais dans les classes et je viens parler de mon métier, voilà, ce genre de choses. Ou alors on fait des projets sur 3, 6 mois, 1 an. Voilà, je fais de l'EVARS aussi maintenant, donc l'éducation à la vie affective, relationnelle, affective et sexuelle, mais par le prisme des médias, donc les réseaux sociaux et tout, tu vois. Je suis en train de finir de me former sur l'EVARS, mais je trouve que c'est trop intéressant là-dessus. Et ouais, en fait, en tant que journaliste, tu peux faire plein de trucs, et puis tu peux être auteur, autrice pour la radio. Enfin, moi, j'ai commencé avec un parcours radio, mais au final, et j'ai eu un podcast pendant un moment et tout, mais au final, maintenant, j'en fais que avec les scolaires de la radio. Et ça me va très bien comme ça. Mais tu vois, je travaille pour une émission sur France Inter où du coup, j'écris des textes
pour qu'il soit lu par d'autres gens, enfin pour la radio, mais du coup, c'est un médium que j'aime beaucoup, mais c'est plus aussi présent, on va dire, que quand j'étais étudiante et que je rêvais d'être sur la matinale de France Inter, tu vois, et de remplacer Léa Salamé, par exemple. Écoute, je ne prétends pas l'être, mais moi, je ne suis pas mariée avec un candidat pas ouf des prochaines présidentielles. Voilà, je ne dirai rien. Droit de réserve, mais cependant, Voilà, je pense que je ne poserai pas des questions de est-ce que c'est vrai que vous avez voyagé dans la malle. J'ai revu cette interview là il y a pas longtemps et ça m'a choqué-barre. Donc on va parler du gros sujet auquel, interviewé et donc tu as écrit «Formée à la haine des femmes», donc qui parle des Ouais. cette vibe-là d'hommes, qui détestent les femmes. Je trouve que déjà le titre est très puissant. Enfin, on n'y pense pas qu'ils sont littéralement formés pour détester les femmes Mmh. parce qu'on ne naît pas, donc tu décris les mouvements féministes et autres idées antiféministes, qui partent donc d'internet et qui de plus en plus vont se retrouver dans la vie réelle et dans le débat public autour allant jusqu'à tuer pour de vrai. On parle notamment dans un chapitre assez, douloureux, des tueries de masse, notamment, celles qui Ouais. s'étaient déroulées, sur l'école politique de Montréal, décembre 89. Donc ce n'est pas, récent. Enfin, on pense C'est clair, les c'est hyper ancien. ouais, voilà, on pense toujours que les masques datent des années 1000, mais en fait, voilà. Et ma 1re question, c'est comment, tu en es venu à étudier ceux qui veulent, enlever nos droits, voire nous tuer? Eh ben, écoute, par pur masochisme, je pense. Non, mais en vrai, enfin, bref, c'est une interrogation pour plus tard, mais je pense que le premier point de départ, c'est que quand j'étais adolescente, grandie en milieu rural pendant longtemps, Internet, je pense, comme beaucoup de gens dans ma génération, ça a été une fenêtre sur le monde incroyable, surtout quand tu te sentais un peu à l'écart, un peu différente des autres, etc. Moi, j'étais bien dans le placard, j'étais un peu alternative, enfin, je me pensais en tout cas un peu alternative par rapport aux autres. J'étais un peu émo, quoi, voilà. Et surtout, la séduction, l'amour, les relations, en fait, c'était une grande interrogation pour moi quand j'étais adolescente. Je ne comprenais pas comment les gens se mettaient en couple, etc. Et donc, j'ai eu accès à Internet assez tôt. En vrai, je crois que j'étais en 5e, ce qui était tôt pour l'époque. Donc moi, je suis de 95, ouais, du collège, grande période Skyblog, etc. Et donc, je crois qu'un des premiers trucs que j'ai tapé sur Google, c'était comment on drague une fille, un garçon. Enfin, tu vois, beaucoup d'interrogations là-dessus. Et en fait, encore aujourd'hui, quand tu tapes comment draguer sur Google, tu tombes assez vite sur des forums et des sites de coach en séduction. Et surtout cette période-là des années 2000-2010, c'était un peu justement un moment de grande montée en puissance des forums, des WikiHow, des choses comme ça, et des premiers sites un peu, tu vois, des premiers réseaux sociaux aussi, où il y avait ce développement des communautés masculinistes, et notamment des communautés de ce qu'on appelle des pick-up artists, donc les coachs en séduction, etc. Donc moi j'ai passé beaucoup de temps en fait à lire ces forums masculins et à avoir une dissonance cognitive de ouf parce que je savais très bien que ça s'appliquait pas à moi. Enfin, on s'adressait pas à moi parce que ce sont des sites qui s'adressaient à des jeunes garçons, tu vois, des hommes. Et moi, je me disais, mais attends, tout ce qu'ils sont en train de dire sur les meufs, mais moi, moi, c'est pas ça, tu vois, genre. Je ne voyais pas ça, je ne constatais pas ça. Et donc, en fait, c'est resté un petit sujet d'intérêt de niche, une petite fascination qui m'a suivie pendant toute mon adolescence, puis toutes mes études, etc. Et puis, il y a aussi le truc que quand j'étais étudiante, Internet, on n'en parlait quasiment pas dans mes études en sciences politiques. En journalisme, on nous parlait de web journalisme et tout, mais tu vois, le numérique comme sujet d'enquête, comme un vrai sujet journalistique, ça existait pas en fait, genre tout le monde s'en foutait de ouf. Et moi j'avais un prof qui m'avait même dit, j'avais un prof qui m'avait dit qu'Internet ça allait disparaître, tu vois, et qu'il fallait qu'on oui, d'accord, oui, bah, comme à chaque innovation ça va disparaître.
C'est ça. Et donc en fait, il y avait le truc de où internet, on le traitait comme un truc un peu, tu sais, économique, business et Ah ouais? jamais, ce qui se passait sur internet comme, un Mmh. vrai truc, tu vois? Des vrais Ouais. sujets d'intérêt, quoi. Et donc, comme je pense j'ai un côté maso aussi, il y a ce truc de, j'ai continué à les suivre et à me dire: «Mais en fait, j'ai l'impression de voir le truc monter» et puis en ayant vécu au Québec, j'ai très vite, en fait, pris connaissance aussi, bah, de l'attentat de Polytechnique. Surtout que moi, l'université où j'étudie, qui est l'université de Montréal, qui est dans le quartier Côte-des-Neiges, c'est à 5 minutes à pied de Polytechnique. Et donc, je connaissais cette histoire-là et j'avais eu aussi le privilège d'avoir des cours de philosophie féministe où on m'avait appris un peu comment les gens avaient réagi au moment de cet attentat, enfin, et à quel point ça a marqué très très profondément l'histoire du Québec. Et après, quand je retournais en France, personne ne savait de quoi je parlais. Et donc j'étais en Ouais. mode, mais attends, J'en enfin, ai il y avait jamais vraiment entendu ce truc parler un peu. avant ton Mais c'est fou parce qu'en fait, tu vois, là, par exemple, peut-être qu'on en reparlera, mais il y a eu un attentat, oui, incel à Montréal en début de semaine dernière, à côté de Polytechnique, dans le quartier de j'y ai Côte-des-Neiges. Moi, je pense que repensé c'est direct, ouais. un hasard et tout. Et je me suis dit, mais c'est dingo parce que là, je veux dire, on n'est plus dans la même situation, tu vois, que quand j'ai fait mes études, peut-être en 2015, ou, enfin, en termes d'accès à l'information. Mmh. Il y a un brassage et pourtant personne ne connaît trop cette historique-là, tout le monde la découvre. Moi quand je fais des conférences ou quand je parle tu vois de Polytechnique, tout le monde est un peu choc-barre en mode de ah bon ah bon il s'est passé ça Mais et surtout, la c'est manière la date, je trouve, ouais de enfin, fou. pour les gens, parce qu'en fait, je pense qu'on connaît, enfin, si on sait, je pense qu'on connaît, genre, Mm. je retiens pas les noms des le mec là qui s'est filmé dans sa bagnole et qui a Elliot Rodger, ouais, voilà. Alice Lavista, c'est 2014 et je pense que c'est là la première grosse médiatisation ouais, des incels. Mais tu vois 89 c'est Polytechnique et on peut même remonter avant où c'est en gros, en France, il y a eu, tu vois, on en parlera peut-être, mais dans les masculins, il y a notamment des mouvements des droits des pères, donc tu sais, les papas en colère, là, Ouais. qui considèrent que la justice, elle est genre féministe et que du coup, Oui. c'est horrible, ils enlèvent les enfants, etc. Ben, il y a eu un premier événement, et ça, je l'ai appris il y a pas longtemps, qui est le forcené de Cestas, qui est un mec, je crois que c'est en 69, si je dis pas de bêtises, dans les années 70 en France, qui, après la séparation, le père, il a pris les enfants en otage. Je crois qu'il s'est enfermé, la prise d'otage, elle a duré 10 jours. Et il a fini par tuer les gamins et lui avec. Et désormais, c'est un gars qui est genre adulé aussi et grave héroïsé par des communautés de mouvement des droits des pères. Et ça, c'est les années 70, tu vois, donc c'est encore plus... Je pense qu'en fait, voilà, sauf que c'est pas nommé, tu vois, comme masculiniste comme tel, parce que je pense qu'on a un regard aussi qui est très actuel sur des événements du passé, mais pour le coup, le tueur de Polytechnique, lui, il disait clairement qu'il haïssait les féministes. Enfin, genre, Ouais, c'était ouais. C'était sa dit dès le revendication. début, Ouais. c'était très clair pour le coup. Même si tous les médias et les flics ont fait oh là là, quoi? Il n'a pas dit ça. On ne verra absolument pas. Mais Oui, 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 tu c'est très vieux en fait. ouais, tu t'en parles dans ton livre que, au début, c'est pas du tout vu comme un mouvement antiféministe, c'est pas contre les femmes, c'est juste un détraqué qui tue des gens et personne n'a vu que Ouais. c'était vraiment ciblé sur les femmes et ça a été reconnu, que très, très tardivement et maintenant la Mm. plaque commémorative, je crois, porte le terme antiféministe donc c'est une avancée mais Ouais. c'est long, quoi. Ça a mis, il me semble qu'à Montréal, je sais plus, c'est 20, je crois que c'est 30 ans à Montréal où ils ont mis, ouais, 20 ou 30 ans à changer la Mmh. plaque de la place commémorative pour parler des, mais même pendant longtemps au Québec, tu vois, ils parlaient des événements de Polytechnique. Oui, c'est ça. C'est fou parce que tu vois, par exemple, on parle aussi pour minimiser les tueries en Algérie, on a beaucoup parlé des événements Ouais, ouais. d'Algérie et pas de la guerre Mmh d'Algérie. mh. Et je trouve que c'est assez Parlant. parlant, tu vois, Mmh. ce parallèle là-dessus. Et ils ont mis, ouais, 20-30 ans. Il a fallu que ce soit une mère, une mairesse à Montréal pour qu'elle dise non, non, là, on va renommer. Et ce qui s'est passé, c'est antiféministe, Ouais. etc. Quoi. Ouais, c'est assez fou quand même de se dire, il nous faut, 30 ans pour réaliser que, bah, des hommes tuent des femmes et c'est sciemment ce qu'ils le font, quoi. Ouais, tout à fait. C'est clair. Tu as parlé des coachs en séduction. Donc on les voit, on les voit beaucoup parce que c'est ceux qui émergent de la masse. C'est un peu le top de la pyramide,
dont on verra la hiérarchie après. Donc coach en séduction, et autres vendeurs de devenez les alphas et cetera. Mais, Mmh. donc ça c'est ceux qui ont un business, donc on comprend pourquoi ils font ça. Donc c'est pour gagner de Ouais. l'argent. Mais quel est le motif ou le ressort qui, donne envie aux autres, ceux en dessous qui ne gagnent rien en réalité, de diffuser ces messages masculinistes, en fait? C'est C'est intéressant. Il y a, je pense que pour, tu vois, toutes les questions de séduction et tout, les mecs qui font ça, bien sûr qu'il y a l'intérêt de gagner de l'argent, vendre des formations et tout, mais je pense qu'il y a aussi un intérêt politique à dire, mmh. notamment depuis MeToo. Ah oui, On oui. a plus le droit, on peut plus draguer, on peut plus rester seul dans une association avec une femme. C'est tout le mythe autour des fausses accusations, etc. Ouais, ouais. Ça, c'est du discours masculiniste vraiment de base, mais qui s'est vraiment propagé dans le reste de la société, Mmh, mmh. et même avant MeToo, quoi. Donc déjà, tu as cet intérêt-là qui est très présent, et comme on va dire la masculinité hétérosexuelle et la masculinité hégémonique se construit sur l'hétérosexualité, c'est-à-dire elle se construit, si tu veux être considéré comme un vrai homme aux yeux des autres hommes, il faut que tu baises. C'est Mmh. horrible, hein, mais il faut que tu aies des relations sexuelles. Ou en tout cas que les autres hommes pensent que tu as des relations sexuelles, Ouais, ouais, ouais. que tu séduis, etc. Sinon, tu as la présomption d'homosexualité qui tombe, ou la présomption de virginité. Ah, OK, Et OK. Tu c'est ta caméra assez... qui réfléchit. C'est dis, pas ça. hein, si jamais ça... OK, ouais, ouais. Mais mon matériel n'est pas performant. Mais, mais du coup, il y a vraiment ce truc-là où les mecs qui veulent y adhérer, souvent c'est parce que aussi ils sont persuadés d'être pas des vrais hommes entre guillemets hors ligne, tu vois. Et donc ils ont tout Mmh. intérêt en fait à diffuser ce genre de discours, ce genre d'idées, parce que il y a de la frustration, parce qu'il y a de l'incompréhension, parce qu'il y a plein de trucs comme ça. Et aussi, ce qui est trop intéressant, c'est qu'il y a une sociologue, une anthropologue pardon, dont je parle dans le bouquin qui s'appelle Mélanie Gourarier, qui elle a fait tout un travail de terrain avec justement des groupes, tu sais, de dragueurs de rue. Ouais. Donc Ah, ils vraiment, sont donc horribles ceux-là. voilà, les mecs qui vont à Châtelet, et qui, tu vois, qui sont en mode, vous avez pas un petit numéro et tout, et Ouais, qui se hype entre eux, tu vois, dire, toi t'as chopé tant de numéros, etc. Et elle, quand elle a fait ce terrain-là, elle était persuadée qu'elle allait travailler sur les relations hétérosexuelles, donc les hommes par rapport aux femmes. Et en fait, elle s'est rendue compte que c'était plus un travail sur les hommes par rapport aux autres hommes. Et d'ailleurs, son bouquin s'appelle Alpha Mâle. Je crois que ça s'appelle Séduire pour s'apprécier entre hommes. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment un truc de... Tu dragues pas tant pour, tu vois, avoir de l'amour, de l'affection, de la sexualité, éventuellement de la domination du corps des autres, mais principalement tu y vas en fait pour en fait montrer aux autres mecs que t'es pas un puceau, que t'es pas un homosexuel et que t'es capable de séduire. Et du coup c'est assez ouf. Et moi des discords sur lesquels j'avais pu rentrer de mecs un peu coach en séduction, c'est vraiment ça, genre ils font des rapports quasi militaires quotidiens où ils te disent j'ai abordé, en plus avec, tu vois, un vocabulaire, un néologisme anglophone, en mode j'ai score 5 meufs aujourd'hui, j'ai récupéré 3 numéros de téléphone. Et c'est vraiment de la performance, quoi. Ils chauffent, quoi. Ils passent leur temps à essayer de prouver. C'est des gros prouveurs. Alors qu'en fait, t'es dans un Discord, personne ne sait si t'as vraiment Oui, chopé un oui, numéro de oui. téléphone. Enfin, tu vois, Ouais, genre. ça se trouve, tu peux Mais mentir, et puis basta, quoi. c'est ça, mais il faut que tu maintiennes ta position dans le groupe aussi, tu Mmh. vois. Et donc c'est vraiment un truc social de masculinité entre mecs, beaucoup plus que le rapport aux meufs. Parce que souvent les meufs avec qui ils chopent des numéros de téléphone ou ils couchent, ils en ont pas grand chose à foutre en fait. Ouais, Tu vois, ils ont pas d'intérêt pour elles, ils cherchent pas particulièrement à la mise en couple ou tu vois à tomber amoureux ou quoi, c'est vraiment un truc de tableau de chasse quoi et de possession. Et c'est assez triste. ouais, c'est marrant parce qu'on dirait, enfin, je sais pas pourquoi tout ce que tu m'as rappelé, ça m'a rappelé des animaux, littéralement. C'est vraiment des comportements, ouais, enfin De chien de la casse, tu veux dire? de chiens tout court. Non, mais ouais, ils se reniflent entre Not eux all et chien. Not all chien, notre mon chien chien. est vachement Oui, mieux que voilà, ça. c'est ça. En fait, on se dit que même les animaux font pas ça, en fait, et c'est, C'est ça.
Et en même temps, du coup, eux, ils vont vachement. C'est assez intéressant. Je lisais, je sais que tu l'as lu aussi, Les Grandes Oubliées de Titu Oui, Lecoq. on va en parler. J'ai la BD là à la maison et du coup j'ai fini de le lire et notamment à un moment donné elle parle de justement le comparatif entre eux. Ils passent leur temps à biologiser leur masculinité, de dire non mais on est des hommes, on a des pulsions, on a des besoins, etc. Tu vois, donc c'est un truc très animalisant et ce qui est en fait terrible de considérer genre tu vois tous les gens de ton espèce comme étant je sais pas des animaux dénués de contrôle, de raison et tout. Et en même temps, ils font ça pour les femmes, c'est-à-dire de dire des femmes qu'elles sont incapables de se contrôler. Enfin voilà. Et du coup, tu as cette espèce de paradoxe qui est assez fascinant quoi là-dessus. Ils vont beaucoup mobiliser les théories animales et notamment la théorie du mâle alpha. Ça vient de la zoologie et ça vient d'un gars qui a observé des loups et il a dit il y a des mâles alpha, donc des chefs de meute, et après il a dit non je me suis trompé. Je me suis trompée en fait voilà. Ils ont gardé le terme. Et je trouve ça fou que même le mec qui l'a inventé, il a dit arrêtez. Arrêtez. Et en fait personne l'a écouté et je trouve ça un peu triste quoi, parce que c'est du cherry picking quoi. C'est vraiment tu prends que ce qui t'arrange quoi. Bah de toute façon c'est un peu toute leur façon de faire. Hein. Je vais pas mentir que. Ah ben ça, le cherry picking, c'est vraiment c'est leur grand truc. C'est ils prennent. Moi, je me rappelle, je sais plus sur quel site j'étais tombée une fois pendant mes recherches. Et tu sais, dans les sources un peu qui citaient, t'avais Nietzsche, la Bible, Schopenhauer, et j'étais en mode ah waouh, c'est vraiment tu prends. C'est vraiment le même de pendant le Covid, la meuf qui fait ses courses et qui dit j'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Vraiment, c'est exactement ce même là. Il y a pas autre chose d'autre quoi. C'est terrible. Donc on parle beaucoup de mascu. J'ai un peu cité les incels. Est-ce que tu peux nous rappeler la différence et peut-être leur hiérarchie entre guillemets, parce qu'ils ont une très forte hiérarchie en réalité, les masculinistes. Tout est basé sur ta place dans la pyramide. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, les mouvements masculinistes, on devrait presque parler des masculinismes et des masculinistes au pluriel parce que, en fait, comme dans plein de mouvements sociaux et politiques, t'as plein de branches, quoi. Par exemple, dans la gauche, il y a l'EPS. Enfin, tu vois, genre. Ah bon? Je suis plus sûre, mais. Et qui se disent de gauche, tu vois ce que je veux dire? Les c'est un peu pareil, mais par contre, toutes ces branches-là, on va dire, partent un peu du principe qu'il y a une hiérarchisation très forte. Alors, il y a une hiérarchie entre les hommes et les femmes, ça c'est clair et net, donc les hommes sont au-dessus des femmes, il n'y a pas à discuter. Ensuite, il y a des hiérarchies entre femmes et il y a des hiérarchies entre hommes. Entre femmes, tu vas avoir... au sommet de la pyramide, on va dire les Stacies chez les incels. Donc les Stacies, c'est un peu le stéréotype et l'archétype, on va dire, de la bimbo blonde à l'américaine avec des gros seins et qui est un peu bête, quoi. Juste en dessous, tu vas avoir les Becky. Les Becky, c'est les nanas qui se préoccupent un peu moins de leur apparence, mais pour autant, elles sont pas glorifiées ou quoi, parce qu'on considère que c'est potentiellement des pseudo-féministes. Donc, les femmes, elles gagnent jamais. En fait. Oui, de toute façon. Est-ce qu'on est des béquilles? Je pense pas. Je pense qu'on est encore en dessous, selon eux. Est-ce qu'on est vocal sur nos opinions? Tu vois ce que je veux dire? Cheveux bleus, quoi. C'est ça. Et donc, et puis, potentiellement, quand t'es une personne queer et quand t'es une femme queer, tu peux être placée en bas de l'échelle. Quand t'es une femme racisée aussi, parce que les femmes racisées, en fait, il y a énormément de racisme chez les masculins qui est surpris. C'est une idéologie suprémaciste et notamment suprémaciste blanche. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de personnes racisées parmi les masculinistes. Il y en a, mais ça veut pas dire pour autant que même s'il y a des personnes racisées, elles ne peuvent pas avoir des comportements racistes. Et donc, les femmes racisées, qu'elles soient asiatiques, noires, latinas, arabes, etc., elles peuvent être considérées comme des traîtres, par exemple, si elles vont avec des mecs blancs. Enfin voilà, il peut y avoir aussi une peur et une haine du métissage. Enfin bref, tout ce genre de choses. Après, chez les hommes, tu vas avoir tout en haut de la pyramide les Chads, donc pareil, stéréotype du quarterback. de film américain. Il est un peu stupide, mais il est beau et il a une mâchoire bien carrée.
Et après, t'as un peu tous les sigles grecs de l'homme alpha, bêta et oméga. C'est un peu le bas de la liste. Et c'est les incels, en gros, c'est des hommes qui, presque par essence et nature, et donc presque par génétique, en fait, seraient du mauvais côté de la séduction. Il y a un peu cette idée que dès ta naissance, tu serais génétiquement pas fait pour avoir des relations avec des femmes, ce qui est vraiment terrifiant à mon sens, et qui est du coup cette idée de soit tu acceptes ta destinée en fait, donc tu copes, soit tu essayes le looks maxing, donc c'est-à-dire tu essayes de t'améliorer. Quand je dis améliorer, c'est pas genre faire une thérapie pour devenir une meilleure personne, c'est Ah bon? non mais tu vois, ça pourrait être ça. Ah oui, Tu mais pourrais non. te dire j'ai du mal à séduire, peut-être qu'il faudrait que je fasse un travail sur moi-même, Non, me sentir bien dans mon corps, etc. Tu vois. Il vaut mieux Non détester non, les c'est femmes, c'est plus simple. bien sûr parce que les femmes leur doivent de la Oui, sexualité. bah oui. Et en fait, elles sont à la fois la source de tous les problèmes et la solution à tous les problèmes. C'est-à-dire que si en gros, elles permettraient de sauver le monde si elles couchaient avec des incels. Il y a un peu cette idée-là. Il y a totalement cette idée-là. Et en même temps, si elles couchent pas avec les mecs, c'est elles les méchantes et c'est à cause d'elles qu'il y a le monde dans lequel on vit, quoi. Et donc, ouais, le look maxing, ça peut passer par la chirurgie esthétique, aller à la salle de sport. C'est aussi pour ça qu'il y a un gros focus sur le travail du corps, qui là n'est pas que réservé aux incels, qui traverse un peu tous les mouvements masculins. Et après, t'as des trucs plus ou moins débiles, donc se taper la mâchoire avec un marteau, avoir du chewing-gum très dur pour te muscler la mâchoire, faire du balls maxing, donc c'est-à-dire essayer de faire grossir ses balls, ses testicules, parce que c'est bien connu. Non, mais vraiment, il y a des trucs comme ça. C'est assez. En fait, on peut trouver ça un peu ridicule. Moi, je trouve ça triste, en fait, parce que si t'en es venu, tu vois, à te dire que la seule solution pour avoir accès, je sais pas, à l'amour, à la séduction, à la sexualité, c'est de te grossir les couilles, c'est qu'il y a un problème, quoi. Mais c'est un problème sociétal. Enfin, il y a vraiment un problème là-dessus, quoi. Et justement, Donc, tout ça, ça c'est une hiérarchie. me fait dire que, enfin, des fois, là, de tout ce que j'entends, en fait, je me dis, les masculins reproduisent ce que les films, on va dire les films, ou les médias en général, ont promulgué, en fait. C'est qu'il y a toujours les beaux mecs avec les belles meufs, et puis après, il y a tout le reste en dessous, et puis eux, ils ont jamais le droit dans les films à être en couple et tout. Donc en fait, ouais, à force d'avoir que des représentations comme ça, je pense que, bah, ça te nique la tête et jamais on te montre que des gens normaux, peuvent, être en couple et tout. Donc ouais, je comprends que ça puisse les faire bugger, en fait. Et je ne comprends pas, entre guillemets, pourquoi ils ont pas un autre, pourquoi ils tombent Un là-dedans, autre en fait? modèle? C'est ouais, voilà. Où est Ah, l'autre modèle? Pourquoi on n'arrive pas à leur donner un autre modèle, en fait? Pourquoi la thérapie, par exemple, ça leur fait oui, non, la thérapie, ça leur fait peur parce que, et on va croire qu'ils sont fous alors que pas du tout, mais bref. Ouais, et c'est pourquoi il n'y a pas d'autres modèles? Moi, je pense que parce que les autres modèles, il y a aussi le truc que les modèles qui ont été présentés, à mon sens, tu vois, ces dernières années de masculinité positive. Moi, j'ai beaucoup entendu ça, tu vois, depuis 3 ans, oui, là, en Chalamet et tout, conférence, là, tout. ouais. Ben, en fait, c'est une masculinité qui est bourgeoise, c'est une masculinité qui est blanche, qui est valide, qui est riche. Enfin, en fait, c'est des choses qui sont pas forcément accessibles. Et puis, il y a aussi le fait que si on part juste de c'est quoi une masculinité alternative, déjà qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est juste dans la manière dont tu te présentes au monde, et là tu te retrouves avec des profèmes qui lisent Mona Chollet, comme dirait la pancarte en manif, et qui lisent Mona Chollet mais jamais ils ferment leur gueule, tu vois. Tu vois, où c'est très performatif mais au final il y a aucune prise en compte un peu des systèmes de domination. Ou alors, quand il y a des hommes qui expriment, ou en tout cas des manières de faire, tu vois, dans le soin, dans la sensibilité, des choses qui peuvent être caractérisées comme venant du féminin, de suite, ils prennent de l'homophobie en pleine gueule. Même quand ils sont pas homosexuels par ailleurs. Et donc en fait, tu vois, moi quand je vais dans des établissements scolaires, il y a quelques fois, moi j'étais en mode la masculinité alternative, machin, les modèles, tu sais, genre les mecs qui mettent du vernis et tout. Les gamins ils m'ont regardé, ils étaient en mode mais madame, on va se faire casser la gueule en fait. Enfin, et ils ont raison, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a aussi, je pense,
Un truc qui a été loupé là-dedans, et quand je dis on, c'est à la fois en tant que mouvement féministe, en tant que société, tu vois, de montrer que, en fait, malheureusement, dans le monde dans lequel on est, c'est la masculinité hégémonique, violente et viriliste qui gagne, tu vois, en termes de pouvoir économique, social, etc. Et donc, tant que t'as pas des modèles alternatifs qui gagnent aussi, ben, c'est compliqué de t'identifier. Et notamment, tu vois, un des modèles qui aurait pu être alternatif et dissident, c'est le modèle du geek. Tu vois, pendant longtemps, c'était les geeks puceaux, frustrés, etc. Sauf qu'en fait, les geeks de la Silicon Valley sont devenus très puissants. Ouais. Et ils ont commencé, même s'il était déjà pour certains, à devenir extrêmement fascistes, à haïr les femmes, ouais, et à correspondre à tous les modèles de la masculinité hégémonique, c'est-à-dire notamment pousser à la salle, aller faire de la MMA, ce genre de trucs. Donc en fait, le message que ça renvoie, c'est vraiment soit tu adhères à ces règles de la masculinité, soit tu vas passer une vie de souffrance. Et en plus, comme on fait croire aussi aux jeunes filles que, tu vois, dans l'hétérosexualité, un mec est censé être plus grand que toi, protecteur, ouais, etc., potentiellement, ils peuvent vivre aussi du rejet de la part des meufs qui ont peut-être des attentes, tu vois, très hétéronormées. Et donc, en fait, c'est un serpent qui se mord la queue. Et voilà, quoi. Et je pense que s'il y a des mecs qui tombent là-dedans, c'est parce qu'ils ont la sensation que ce sont les seules personnes qui s'occupent vraiment de leurs problèmes, là où le reste de la société fermerait les yeux là-dessus. Ce qui est malheureusement en partie vrai, dans le sens où, tu vois, ils ont peut-être la sensation qu'on parle beaucoup des problématiques des femmes. Ça, je pense que c'est un peu exagéré, mais bon, c'est un autre débat. Mais que du coup, il n'y a personne pour s'occuper de leurs problématiques à eux. Et en fait, il y a des gens pour ça, sauf que c'est des gens qui vont aller plutôt du côté... eh ben, dis donc. Il y a l'ambulance, pardon. On entend après, qui vont aller, tu vois, plutôt du côté des féministes, du soin, de la thérapie peut-être, mais pareil, tu vois, j'en recommandais la thérapie, pour moi c'est pas suffisant. Enfin, tu vois, tu peux pas que passer par un angle psychologisant, mais ça demande aussi, tu vois, de la transformation collective et la volonté de changer. Et ça, là-dessus, c'est difficile. Et du coup, je pense que là-dessus, le genre, c'est une certitude pour certaines personnes de se dire tu peux te raccrocher, tu vois, à ça, quoi, au fait que t'es un homme, tu te sens homme et tu vas essayer de prouver ta masculinité au monde entier, quoi. Ouais. On pourra reparler du genre après. Ouais, ça me fait penser à un compte TikTok où c'est je pense que c'est une personne noire ou métisse, et en fait il se maquille, il met du maquillage et il utilise tous les codes de ce qu'on pourrait appeler le langage des banlieues. Et je trouve que le mélange marche parfaitement parce que justement, je pense qu'il va s'adresser à des gens qui pourraient le prendre pour un homosexuel, mais en fait, il montre pas du tout ça. Il est quand même assez viril au final. Enfin, ça donne des codes de virilité en même temps que quand il se maquille, et je trouve ça assez intéressant. Donc voilà, ça m'a fait penser à ça, où c'est, je pense que plus on avance, plus on va avoir des modèles qui vont brouiller les limites, en fait. Moi, je suis assez persuadée qu'il faut avoir des modèles qui brouillent. Tu vois, moi, avec les ados, par exemple, je parle beaucoup de Jules Koundé, qui est un joueur de foot de l'équipe de France. Moi, j'y connais rien en foot, mais je connais Jules Koundé, parce que Jules Koundé, en fait, Jules Koundé, c'est un mec noir qui est fan de mode. Genre, vraiment, c'est un fashionista, tu vois. Et à la rentrée de septembre à Clairefontaine, au centre d'entraînement des Bleus, à chaque fois, tu sais, ils sortent de voiture et ils se font paparazzer, quoi, tu vois, pour la réunion de rentrée. Et donc, tout le monde arrive avec ses meilleurs outfits. C'est la rentrée des classes, tu vois, normal. Et lui, il arrive toujours déjà avec des outfits très excentrique, en fait, très absurde. Et je crois qu'un des derniers looks qu'il a du coup sorti cette année, il était en jupe. Et ça a provoqué un harcèlement homophobe de ouf, malheureusement, et très raciste et tout. Mais c'est une image, quand je suis avec les gamins, à leur montrer, c'est intéressant. Parce que, en fait, joueur de foot, c'est vraiment, on va dire, le summum de l'hétérosexualité. Tu vois ce que je veux dire, que tu peux montrer en tant que modèle. C'est un mec racisé. Et en fait, c'est un mec qui s'en fout parce que je pense que c'est vraiment un fanat de mode. Et
il en a un peu rien à faire de ce qu'on dit de lui, et il est invité sur les défilés et tout, et je trouve que c'est intéressant de leur dire, en fait, il y a plein de choses qui peuvent coexister. Et moi, c'est ça que j'essaie de dire aux gamins avec qui je bosse, c'est en fait, t'as le droit de faire de la MMA, tu vois, genre, et avoir envie de faire de la bagarre, et en même temps pleurer devant un film. Genre, les deux sont pas incompatibles. Tu peux être, tu vois, un père au foyer et, je sais pas, pousser à la salle. Enfin, en fait, il y a plein de choses qui sont pas incompatibles, et que c'est pas tant dans l'apparence physique que dans les actes que tu fais aussi de manière égalitaire. Et donc, du coup, ça amène plein de discussions trop intéressantes avec les gamins de, qui fait les tâches ménagères à la maison? Est-ce que vous avez déjà vu votre père pleurer? Alors ça, c'est génial, ça provoque plein de discussions qui sont passionnantes, tu vois. Sur c'est quoi la place du mec dans un couple hétérosexuel. Enfin, voilà. Et je trouve que c'est plus là-dessus qu'on peut arriver à, tu vois, un peu avancer, que en leur montrant des photos de Timothée Chalamet où ils me regardent, ils sont en mode ouais, ok. Ouais, Ouais, il est blanc, ok, il est tu riche, vois. quoi. Ouais. Oui, c'est ça. Et puis en fait, il dit mais madame, je peux pas porter une jupe dans la rue. Et je suis en mode, t'as le droit de pas vouloir, tu vois. Genre, mais du coup, je sais pas, je trouve que c'est intéressant, quoi. Ouais, c'est et j'aime bien justement, c'est un de mes sujets favoris, c'est le genre, donc vraiment dès qu'on commence à lui casser la gueule, je suis en mode: «Yes!» Let's go, C'est let's ça. go. Et mais oui, on voit de plus en plus justement cette déconstruction des binarités, et justement, je voulais justement repartir sur un concept dont tu as parlé et qui m'est venu tout de suite quand j'ai commencé à lire ton livre, c'est le backlash. En fait, Ouais. plus on a des progrès, on va dire, sociaux dans la société, plus le versant réactionnaire va se mettre en marche pour arrêter Ouais. cette différence, on va dire, qui est en train de monter. Donc le backlash, c'est retour de bâton conservateur en français, et en fait, c'est toujours une avancée sociétale, un recul, et cetera, et cetera. Et on le voit bien, justement, dans Les Grandes Oubliées de Titiou Lecoq, qu'en fait, les femmes, elles ont par exemple, pour les femmes, elles ont toujours été là. C'est juste que, Oui. les hommes ont toujours, hop, effacé, reculé, Invisibilisé. voilà. Tout ce C'est que ciao. voilà, c'est ça. À chaque époque, hop, on les oublie, on les met au placard, Elles et puis, en fait, disparaissent. elles n'ont jamais existé. Et en plus, souvent les femmes sont très curieuses par nature, j'ai l'impression, et en fait, dès qu'il y a une nouvelle technologie, par exemple, le cinéma, c'est un des trucs les plus, et le jeu vidéo aussi, ça va se voir aussi. Les femmes vont prendre possession, en fait, des arts, et dès qu'il y aura un attrait lucratif, hop, on les met au placard, et puis, C'est après c'est ça. les hommes, et après on oubliera complètement que les femmes, ont été quand même pionnières, souvent dans des technologies, des arts. Et je voulais te poser la question, est-ce que tu sais comment, enfin, est-ce que tu as des idées de comment atténuer un backlash et heu comment on lutte contre ce mouvement de retour arrière? C'est intéressant parce que en fait, moi, en fait, je pense qu'il y a deux manières de le voir. Le backlash, c'est quelque chose qui fait très peur et qui est très, comment dire, on en voit les effets très matériels et très concrets. Tu vois, sur le financement des associations, sur l'invisibilisation des femmes, sur des politiques, tu vois, discriminantes envers certaines minorités. Enfin, c'est très perceptible. Et soit tu le prends comme, c'est un backlash, on est foutu. Et donc du coup, tu vois, on est dans un perpétuel retour arrière. Soit tu l'envisages, et je trouve que c'est un des trucs qui, je me dis, bon, on garde espoir là-dessus, c'est le fait de se dire, c'est comme des moules à leur rocher, tu vois. C'est un mouvement réactionnaire, donc c'est quelque chose en réaction. Et est-ce que c'est pas le signe aussi que les mouvements féministes, queer, écologistes, progressistes de manière globale, sont sortis du bois, sont rentrés dans l'agenda public et politique, et ne sont pas prêts d'y retourner. Et donc si tu l'envisages comme ça, tu dis ok, en fait c'est intéressant. Je pense que là, ce qui nous fait défaut en tant que mouvement progressiste, c'est la thune, notamment. Parce que, tu vois, pour travailler, j'ai beaucoup travaillé l'année dernière sur les associations qui sont financées par Pierre-Édouard Sterrin. Et là, je disais, il y a eu un rapport d'Amnesty International qui est sorti sur les mouvements anti-droit, anti-choix, qui sont, voilà, il y a des coalitions avec les mouvements masculins, donc que ce soit les mouvements anti-avortement, tu vois, transphobes, etc. Il y a un financement de dingue, et notamment en Europe, la France est le 2e pays avec le plus de financement
anti-genre en Europe. Ouais. Et tu te dis, mais c'est dingo, en fait. Et donc, il y a toute une histoire très longue et notamment très liée à la manif pour tous, etc. Mais du coup, la thune, elle fait vraiment partie aussi, tu vois, de ces enjeux un peu centraux là-dessus. Et sur la question du backlash, sur comment on lutte contre, c'est déjà parler du backlash, dénoncer le backlash, c'est déjà pas mal. C'est le fait de dire qu'il existe et que c'est pas une espèce de vue de l'esprit, tu vois. Je pense qu'il peut y avoir une tendance dans le débat médiatique et politique à poursuivre le discours comme quoi l'égalité aurait déjà été atteinte et que du coup quelque part les féministes elles cassent les couilles pour pas grand chose quoi. Et ça c'est un discours masculiniste aussi parce que c'est le fait de dire les féministes vont trop loin et maintenant elles veulent nous enfermer, tous nous accuser de viol, etc. Tu vois. Et donc ça c'est important je pense de connaître ces discours là pour pouvoir les combattre et aussi je pense qu'il y a un intérêt à gagner du terrain politiquement et médiatiquement. C'est-à-dire que là, ce qu'on voit, tu vois, en tant que journaliste, c'est que la plupart des grands médias sont dirigés par des milliardaires conservateurs, qui ont tout intérêt à faire passer aussi ces discours-là. Et ceux qui résistent, c'est les médias indépendants. Les médias indépendants, les streamereuses politiques de gauche, les créateuristes de contenu de gauche. Enfin voilà, ça fait pas beaucoup de monde. Et surtout, c'est des gens qui ont a priori pas de thunes. moins de thunes. Ouais, oui, c'est voilà. Ça, tu vois. Et donc, du coup, je pense qu'il y a un intérêt. Et en même temps, tu vois, oui, qui ont moins de thunes. Et en même temps, tu vois, depuis les législatives de 2024. Attends, c'était 2024, législatives 2025 arrête, législatives. Voilà, les législatives, il n'y a pas longtemps. Les législatives, tu vois, moi, pour travailler quasiment que pour des médias indépendants, il y a eu une explosion des abonnements à des médias indépendants, genre avec qui je travaille, avec Basta, avec Street Press, même pour des médias genre l'Humanité et tout, il y a eu une explosion des abonnements, même pour Mediapart et tout, parce que je pense qu'il y a un vrai intérêt aussi des gens dans ce truc de bataille culturelle. Et donc la bataille culturelle, à mon sens, c'est important aussi pour lutter contre le backlash. Et donc ça passe par les médias, ça passe par la fiction, ça passe par l'art, par la création, par tu vois de la production d'écrits. On n'a jamais eu autant d'écrits féministes, queer, etc. Et c'est trop bien, c'est trop intéressant. Alors qu'à côté, t'as Bolloré qui essaye de racheter toutes les maisons d'édition. Et donc je trouve qu'il y a un truc qui est en train de se créer. Et bon, je pense que la prochaine année va être capitale. Mais ça, tout le monde est au courant là-dessus. Mais je pense que le backlash, il se joue aussi. Et on a un rôle, nous, en tout cas en tant que journaliste, je pense, à jouer pour pas propager en fait ces narratifs-là, ces discours-là. Tu vois, typiquement Claviculaire, donc le streamer masculin qui est venu à Paris, qui s'est fait refoule par toutes les Françaises. C'était jouissif à voir, on va pas se mentir. Mais il y a eu un truc de, tu vois, tous les médias en ont parlé. Et moi, j'ai accepté de faire une vidéo avec Brut pour dire, attention, ce mec-là, il cherche ça, il médiatise ça, parce que ça lui sert à vendre des formations, à propager son narratif et tout. Donc il faut qu'on fasse attention la manière dont on parle de ces gens-là, tu vois. Enfin voilà. Donc je pense qu'il y a aussi un terrain médiatique auquel il faut être un peu vigilant, je dirais là-dessus quoi. Ok, ouais. Donc en gros, c'est ne pas oublier qu'en fait, l'empire médiatique français est gouverné par des réacs, donc c'est ce qu'on va entendre le plus. Ouais. En fait, c'est comme sur Twitter, etc. C'est les masculins qu'on entend le plus parce qu'ils hurlent en permanence. Bien sûr. Et en fait, la majorité des gens sont silencieux, mais ne valident pas forcément leurs idées et dans l'ombre, vont quand même s'informer différemment, voter différemment, etc. Donc il ne faut pas oublier que la masse silencieuse existe. Et qu'elle est là, quoi. Ouais, et que cette masse silencieuse, elle peut être convaincue par certains arguments, tu vois, réactionnaires ou masculinistes, peut-être par ignorance, peut-être par manque de temps, peut-être par une conviction qui peut être comment dire, retournée, tu vois, aussi. Et donc je pense qu'il y a des enjeux, tu vois, genre d'autodéfense intellectuelle. Moi, je fais beaucoup ça sur l'IA en ce moment parce que je sais que comme toi, je suis très anti-IA. Je déteste l'IA. C'est horrible, voilà. Mais du coup, moi, j'ai commencé à me faire un petit truc d'argumentaire, tu sais, sur les gens qui disent mais quand même ChatGPT, Midjourney, tout ça. Et en fait, d'avoir des arguments un peu tout près. Et je pense qu'il y a besoin de ça aussi sur le masculinisme, et sur l'extrême droite, etc. Parce que t'as des gens qui peuvent être des swing states, quoi, qui peuvent basculer sur des arguments.
Et quand je me dis pendant les législatives, au final, en 3 semaines, on a réussi à gagner le nouveau Front populaire, tu vois. En fait, là, à 1 an de la présidentielle, il y a aussi un intérêt, et on sait qu'en fait, cette année, elle va être aussi, je pense en tout cas, c'est une prédiction peut-être un peu Madame Irma de ma part, mais je pense que les questions de genre vont être, et quand je dis questions de genre, c'est très large, au final, ça peut contenir les violences faites aux femmes, la question des droits des hommes, les questions de famille, les questions de parentalité, les questions de pédocriminalité, les questions des personnes queer, etc. Je pense que ça va être un enjeu très central de ces prochaines présidentielles, et que je pense qu'il va y avoir énormément de discours très virilistes pour essayer d'attirer les jeunes garçons, de la même manière que tout le camp Trump l'a fait, tu vois, aux dernières présidentielles américaines. Donc je serais pas très surprise que ça se mobilise à ce moment-là. Ouais, je vois. Oui, de toute façon, la France a l'air de bien suivre la pente trumpiste. Oui, Ils a prennent priori. beaucoup, ils prennent leurs notes là, en mode ah, il a fait ça, on va faire ça aussi. Ah ouais, ils se réunissent, ils font des petites réunions, tout ça, quoi. C'est terrible. Justement, donc on a parlé des masculins, des incels. Quels sont les facteurs que tu as pu dégager sur ces jeunes hommes qui pourraient tomber dans cette idéologie-là? Et surtout, quoi dire et comment le dire, par exemple, à un proche qu'on verrait tomber dans ces idées? Sur les facteurs qu'on a, déjà ce qu'il faut comprendre, c'est que les masculinismes, ça peut toucher tout le monde. Il n'y a pas de question d'âge, de milieu social, de religion, parce qu'il existe aussi des niches masculinistes qui peuvent toucher toutes les religions, toutes les diasporas, tous les centres d'intérêt, et tu peux du coup avoir des portes d'entrée qui sont très différentes. Tu peux avoir une porte d'entrée chez certains gamers qui estiment que, je sais pas, les jeux vidéo sont trop progressistes. Tu peux avoir une porte d'entrée chez des jeunes mecs qui sont persuadés que en fait on peut plus draguer, d'autres par la musculation. Enfin en fait tu peux avoir plein de portes d'entrée différentes, mais déjà savoir que ça touche tout le monde, ça permet d'éviter ce truc de ah moi mon enfant ou ah moi mon pote jamais, tu vois. Si potentiellement. Ce qu'on constate quand même, c'est que il y a souvent, tu tombes dans ces théories-là par des facteurs de vulnérabilité, que ce soit des vulnérabilités souvent temporaires, hein, ça peut être tu vis une période compliquée de ta vie, je sais pas, tu déménages dans une autre ville, tu viens de perdre ton taf, tu viens de te faire larguer, t'as pas confiance en toi pour une raison X ou Y, mais tu vois, c'est des facteurs de vulnérabilité que tout le monde peut traverser dans sa vie, que les femmes traversent aussi, sauf que les femmes, elles ne se mettent pas à haïr les hommes pour les tuer, tu vois, c'est quand même assez différent. Certaines, elles relationnent même avec, donc tu vois, c'est voilà, donc c'est ça en vrai. Moi, je me suis toujours, tu vois, un truc qui m'a toujours étonnée, c'est que le principe de l'hétérosexualité, c'est aimer une personne d'un genre différent que le tien. En fait, ces gens-là, ils aiment pas les femmes, tu vois. Donc, est-ce qu'ils sont... C'est quand même particulier. Donc, ouais, t'as des facteurs de vulnérabilité. Et du coup, moi, j'ai beaucoup envisagé de plus en plus les théories masculinistes comme des théories du complot. Pas dans un sens... Je pense qu'il faut faire attention parce que théorie du complot, on a tendance un peu à voir, tu sais, les gens avec des trucs des chapeaux en papier, tu vois, en aluminium. De dire la Terre est plate. Non, mais tu vois, je pense qu'il faut considérer ces mouvements-là avec sérieux et dire que c'est des mouvements sociaux et politiques, etc. Mais c'est une vision du monde qui est conspirationniste. C'est une vision du monde qui vise à dire que les femmes, quelque part, et les féministes et le lobby LGBT auraient pris le pouvoir et ce serait en gros mis dans toutes les sphères de pouvoir, la justice, les médias, la politique, etc. Et donc en fait, si tu pars de ce principe-là, c'est quasiment impossible de convaincre quelqu'un qui est tombé dans cette état qu'il a tort. Enfin, je veux dire, si certaines ont eu des proches qui sont tombés dans le conspirationnisme anti-vax pendant le Covid, c'était impossible de faire entendre raison à des personnes qui sont persuadées qu'on va t'implanter la 5G, par exemple. Donc du coup, comment tu fais face à ça? Parce que tu peux pas vraiment discuter, sinon tu t'énerves et que t'as l'impression... Et aussi le fait de confronter les gens qui sont dans ces... on va dire un peu rabbit hole de pensée, tu ne vas que les convaincre qu'ils ont encore plus raison parce que c'est le système, etc. Moi, je conseille toujours de
de jamais couper le contact, même si c'est très difficile quand t'as des gens qui ont des propos vraiment misogynes, racistes et tout, c'est très dur. Mais si on en a la possibilité, la force, de pas couper le contact, et quitte à s'y mettre à plusieurs en fait. Je veux dire, c'est pas obligé d'être une charge seule, et souvent c'est les meufs qui le font par ailleurs. De pas couper le contact, de continuer à confronter cette personne-là à des opinions différentes. Ça veut pas dire le confronter en mode tu as tort, mais d'avoir du contact avec cette personne, de lui faire rencontrer d'autres gens, et du coup de le nourrir aussi, j'ai envie de dire culturellement, de trucs différents. C'est-à-dire, moi je dis souvent, c'est les parents qui sont souvent très stressés que leur enfant tombe dans le masculinisme. Je suis en mode, mais laissez traîner à la maison, genre pas un documentaire, vous allez regarder ensemble, tu vois, la version BD des Grandes Oubliées, enfin tu vois, tu laisses traîner des choses qui amènent de la discussion aussi, et qui peuvent être des points de départ de discussion. Et moi, ce que j'ai pu remarquer dans les gens que j'ai interviewés qui sont sortis du masculinisme, c'est des gens souvent qui ont eu une forme de dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'à un moment donné, entre ce qu'ils constataient dans la réalité et tu vois les pensées qu'ils avaient, il y avait un écart. Notamment, il y en a plein qui me disent je suis rentrée dans les études sup et en fait j'ai réalisé que toutes les femmes n'étaient pas vénales et manipulatrices, il y en a même certaines, elles aimaient jouer à Donjons et Dragons, tu vois. Et et en fait, pour eux, ça a fait bug système absolu. Et du coup, c'est une brèche. C'est une brèche pour pouvoir un peu s'ouvrir. Il y en a plein qui disent aussi que c'est leurs meufs qui les ont éduqués quand ils ont commencé à avoir des copines. Enfin voilà. Donc du coup, il y a aussi ce truc de... en fait, on peut pas forcer la dissonance cognitive, mais par contre, on peut créer des conditions pour qu'elle arrive. Donc c'est-à-dire, en fait, les gens qui s'isolent se radicalisent encore plus. Et c'est ça, c'est le cas pour les masculinismes, mais c'est le cas aussi dans d'autres mouvements en fait de radicalisation, que ce soit de l'extrême droite, que ce soit du djihadisme, etc. Plus les gens, tu les isoles et moins ils ont l'impression qu'ils ont pas d'autres options en fait, plus ils vont se radicaliser idéologiquement. Donc du coup, je pense que c'est important de laisser la porte, même si c'est difficile, et je pense que c'est vraiment un terreau collectif, quoi. Enfin, parce que pareil, moi j'ai reçu des messages de meufs où c'est leurs frères, leurs mecs, leurs potes, mais c'est souvent les meufs, c'est pas souvent les gars en fait qui, tu vois, disent mon pote il est en train de virer mascu, quoi. Et moi j'aimerais bien, tu vois que, parce qu'il y a aussi le truc de les mecs écoutent les autres mecs, et c'est horrible, mais c'est un peu ça, quoi. Ouais, ils les défendent aussi des fois. Enfin, ils leur trouvent toujours des excuses, mais Exactement. oui, ça m'a rappelé les personnes racistes dans les villages où ils ont jamais vu de personnes racisées et tu en mode, en fait, Absolument. c'est juste qu'ils connaissent pas, donc ils tu toutes C'est les ça. peurs clichés qui te viennent en tête Mm. et plus tu connais les gens, plus tu sais que rien n'est vrai et donc ça n'a aucun Et sens, c'est quoi. ça. Oui, tu as parlé du fait que c'est pas il y a pas que les incels, il y a pas que les jeunes qui tombent dans Ouais. ces pensées-là. Est-ce que tu veux nous parler des darons féminicides, les papas en colère? Parce que je Ma, sais que c'est ma, un sujet ma qui passion. c'est ça. Je sais que c'est pas Ma passion, parce que moi j'ai beaucoup travaillé sur les jeunes, parce que mon premier bouquin était une enquête sur comment les masculins essayent d'attirer les jeunes par le biais du numérique. Mais du coup, malheureusement, et j'y ai participé aussi, il y a un peu cette vision dans les médias, comme quoi le masculin ce serait un truc de jeunes et d'internet. Et j'y ai participé aussi parce que j'ai travaillé là-dessus, et du coup j'ai donné des interviews là-dessus, etc., etc. Et j'interviens principalement auprès des jeunes. Le truc, c'est qu'en fait, on sait que c'est très facile en fait de se focaliser sur les jeunes et sur le numérique. C'est très pratique de dire on interdit, tu vois, les réseaux sociaux aux moins de 15 ans et tout ça, mais ça occulte une grande partie de la violence masculine et masculiniste, qui est celle des darons et des hommes adultes. Les hommes adultes, tu peux les retrouver dans des mouvements style défense des droits des hommes. Ça existe un peu moins en France, mais on en retrouvait pendant la manif pour tous, par exemple, chez un groupe qui s'appelait les Homens. C'était comme les Femmes, mais de droite. Je te jure que c'est vrai. Il y a des photos d'époque où mais c'était hilarant parce qu'ils étaient torse-poil avec des petits chinos de couleur. Rappelle-toi, on était en 2013 quand même. Donc rouge, vert, bleu ciel là, et un masque sur la tête, un masque blanc, et donc des inscriptions sur le torse avec marqué genre protégeons les enfants et tout. Et les masques parce qu'il fallait pas qu'on les reconnaisse à la défense le lendemain, tu vois. Et ils ont duré genre une semaine, et les gros pics de ce groupe-là ont été chez moi à Toulouse. Et donc bon, bref, c'est un grand mystère de ma vie de qu'est-ce qui s'est passé particulièrement, tu vois, à Toulouse sur les Homens. Bref.
Mais là, ceux qu'on retrouve le plus, c'est ce qu'on va appeler les militants pour les droits des pères, les papas enragés, les papas en colère, qui sont représentés par des associations style SOS Papa, Jamais sans papa. Il y a toujours papa quelque part. Pareil, c'est un militantisme qui est assez ancien, qui commence au Québec et en Amérique du Nord, où c'est des formes de militantisme où ils s'accrochent à des trucs. Hein, ils s'accrochent à des grues, à des ponts, voilà. Et ils disent je n'ai pas vu mon enfant depuis tant de jours, tant de mois, tant d'années. Et le but, c'est de dénoncer une justice qui favoriserait les mères par rapport aux pères pendant en fait les divorces et à la question de la garde. Quand tu t'intéresses un peu aux chiffres, tu te rends compte qu'en fait, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 87%, dans 87% des cas où les parents demandent une garde alternée, elle est accordée. Et que si la plupart des pères n'ont pas la garde, c'est parce qu'ils la demandent pas. Et quand ils la demandent, s'ils ne l'ont pas, c'est parce qu'il y a des suspicions de violences intrafamiliales, de violences sexuelles sur mineurs, etc. Et donc là, on en arrive à des situations un peu absurdes où, en France, il y a un délit qu'on appelle la non-représentation d'enfant. Donc c'est le fait de pas confier son enfant alors que le juge aux affaires familiales t'a dit que tu devais voir ton gamin un week-end sur 2, par exemple. 80% des personnes qui sont condamnées pour non-représentation d'enfant, c'est des mères. Et donc, enfin, il y a quand même un truc là-dessus. Et donc, des assos masculinistes sur la défense des droits des pères, des droits des hommes, etc., disent il faut que vous portiez plainte pour non-représentation d'enfants, parce que c'est un délit qui est très facile à constater, qui va très très vite et qui peut amener à des condamnations. On peut aller jusqu'à 1 an de prison et je crois que c'est 15 000 € d'amende. Donc ça, voilà, c'est une manière aussi de silencier les mères et de les mettre dans des situations d'illégalité, quoi. Donc t'as des mères qui sont littéralement en cavale, enfin qui bougent de ville en ville pour essayer de protéger leurs enfants de leurs agresseurs. Et c'est des associations aussi qui sont très présentes dans le débat public, c'est-à-dire qu'ils vont, alors là dans les derniers trucs qu'ils nous ont fait les dernières années, alors ils militent beaucoup pour la garde alternée obligatoire, c'est-à-dire que ça soit le mode par défaut le divorce. Quand tu sais qu'il y a peu de pères qui demandent la garde, ça pose question sur plein de trucs et sur les cas de violence intrafamiliale et tout ça. Et l'autre truc qu'ils demandent, c'est l'ouverture du 3919, donc qui est violence femmes info, aux hommes. En gros, c'est le fait de dire, en gros, le 3919, ce serait du sexisme anti-homme. Et alors qu'en fait, dans les faits, le 3919, s'ils ont un homme au téléphone, ils vont pas lui raccrocher la gueule. Ils vont juste l'orienter vers des associations qui sont capables de prendre en charge leurs demandes, tu vois, que ce soit France Victime, que ce soit par exemple, tu vois, des hébergements d'urgence qui soient mixtes, enfin en fait c'est juste personne n'a jamais dit voilà. Et donc du coup ça pose plein de questions parce qu'ils ont un lobbying politique très fort. Notamment, ils font plein de visios avec des ministres, ils écrivent aux députés. Là, il y a eu un moment assez savoureux où il y a une commission d'enquête en ce moment sur l'inceste, qui est très dure. Et il y a une asso justement qui s'appelle Jamais sans papa, pardon, qui a été auditionnée. Et il y a une députée LFI qui s'appelle Gabrielle Catala qui les a défractés. Parce que eux, ils sont en mode ah non, mais même s'il y a eu des suspicions d'inceste, le lien parent-enfant c'est très important et tout. Et en mode qu'est-ce que tu racontes, enfin voilà. Et donc ça c'est des associations qui sont un peu moins connues et on va dire un mouvement qui est moins connu que genre tu sais les incels ou les masculins sur internet, parce que c'est des hommes plus âgés. C'est des hommes qui fonctionnent principalement en réseau fermé, tu vois, des groupes Facebook fermés, des conversations privées. C'est un mode de militantisme aussi un peu plus à l'ancienne, donc c'est-à-dire, tu vois, faire des manifs devant un tribunal, s'accrocher à des grues, faire passer des pétitions, être sur Facebook. Enfin voilà. Du coup, c'est un peu moins visible par les médias grand public, mais ça donne des situations dramatiques. Notamment, là, il y a pas longtemps, il y a eu une affaire qui s'appelle l'affaire Cédric Prison, qui est un papa enragé qui a littéralement tué sa compagne et son ex-compagne, les a enterrés devant ses enfants au Portugal et qui comptait prendre la fuite avec les gamins. Et il a été rattrapé à temps. Et ça, typiquement, on est sur du crime masculiniste, quoi. Vraiment de base, parce que le mec passait son temps à faire des TikTok où il interpellait le gouvernement, Cyril Hanouna, alors plein de gens. Il filmait sa meuf, enfin son ex-compagne, en menaçant de la tuer. Enfin vraiment, il y avait plein de preuves en fait qui auraient dû alerter. Et pourtant, toujours pareil, rien n'a été fait, quoi.
Et ce crime-là, comme là en ce moment il est jugé au Portugal, donc on en entend moins parler, mais moi j'étais terrifiée du fait que ces mecs-là ne sont absolument pas pris en compte justement quand on parle de masculinisme. Et j'ai une amie chercheuse qui s'appelle Stéphanie Lamy, qui a écrit un super bouquin qui s'appelle La terreur masculiniste, où justement elle parle beaucoup des adultes et des attentats en fait, et elle montre qu'on n'est clairement pas sur un truc de jeunes quoi. Et on est beaucoup plus en fait sur des hommes adultes qui sont capables de causer des féminicides et des violences intrafamiliales quoi. Mais je pense que c'est parce que, en tout cas, les cas que j'ai en tête sont des tueurs de masse, donc ils sont jeunes, enfin ils Ouais, sont souvent jeunes, oui, et en fait les vieux, ils vont faire que des féminicides, que des féminicides. Et en fait, comme oui, c'est une meuf, ouais, bah tout le monde s'en fout en fait. Ça c'est rentre ça. dans le chiffre des féminicides et puis basta quoi. Mm. Et Parce c'est un que peu, moi, une espèce de question qui traverse tout le bouquin et même tous mes travaux, tu vois, c'est un peu le truc de parmi tous les féminicides ou les tentatives de féminicide, combien sont plus ou moins ouais, influencés par le masculinisme, mais tu vois, c'est d'une ça, manière plus ou moins direct. euh, directe, quoi. Et du coup, ça pose plein de questions. Et oui, sur les tueries de masse, c'est souvent des jeunes hommes et c'est souvent des représentants des communautés incel, mais parce que Mm. aussi dans les communautés incel, t'as ce truc de, je crois que c'est soit tu copes avec la situation, donc tu fais avec quoi, soit tu looks max, soit c'est rope, donc c'est soit tu te pends en fait. Et il y a aussi une glorification des tueurs de masse, etc. dans ces communautés-là qui font que tu as des précédents aussi de Mark Lépine, Elliot Rodger, enfin tous ces tueurs de masse nord-américains qui donnent des espèces de modèles aussi pour d'autres tueurs de masse quoi. C'est une forme de martyrisation et c'est une forme de glorification aussi. Là où ouais les plus âgés en fait ils sont plus dans un truc de de crime interpersonnel, quoique moi je suis toujours un peu ouais, moi j'ai toujours peur que tu vois il y a un de ces gars qui un jour pose une bombe dans un tribunal, tu vois, ou qui attaque tu vois des avocates, des juristes. Il y a eu un cas moi qui m'a fait beaucoup flipper, c'est quand il y a eu les auditions là sur le masculinisme au Sénat. Il y a Sarah Durocher, qui est la présidente du planning familial, qui a dit qu'il y a eu une menace d'attentat masculiniste dans un des plannings. Je crois que c'était du côté de la Bretagne, où c'était un mec qui avait envoyé un mail en disant « Vous avez avorté ma copine il y a quelques années, je vous le pardonnerai jamais. Demain, j'arrive à 10h30 et je vous bute, quoi. » Tu vois. Et donc, en fait, c'est là aussi, mais en fait, tout est affaire aussi de revendication et tout. Et c'est pour ça que les questions terroristes et antiterroristes, elles sont un peu complexes là-dessus, et les forces de l'ordre sont pas ouf dans la reconnaissance de ces faits-là, quoi. Ouais. Dernière question sur cette partie-là. Qu'est-ce que tu as appris sur toi en cherchant sur eux? Oh putain. Pardon, c'est la dernière, c'est la plus dure en vrai. Non, mais c'est une très bonne question. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi? J'ai appris deux choses, je dirais. Je pense que la première, je suis beaucoup moins maso que ce que je le pensais. C'est-à-dire que je pense que sur ce sujet-là, je suis partie tête bêche, pas du tout, c'est pas du tout la bonne expression. Tête baissée plutôt. Tête bêche, c'est quand on est dans l'autre sens. Ça n'a pas de sens. Je suis devenue également. Comme tu veux, hein. Tête bêche comme ça. Je pense que je suis partie, tu vois, sur ce sujet très persuadée que comme ça faisait longtemps que je traînais un peu sur ces forums-là, j'allais pas avoir de mal à prendre du recul, à être un peu, tu vois. En fait, j'avais vraiment je crois que j'en parle dans le bouquin à un moment, je me rappelle plus trop, mais je crois que j'avais un peu l'idée, tu vois, que j'allais fermer mon ordi le soir et que está bueno, tu vois, genre c'est bon, je retourne à ma vie normale. Et en fait, ce sujet m'a polytraumatisée, mais je pense que est-ce que j'étais polytraumatisée pour faire ce sujet-là? Ou est-ce que ce sujet m'a polytraumatisée? Ce qui fait que maintenant, ça fait 3 ans que le bouquin est écrit, je continue à travailler sur les masculins et tout. Et je sais qu'une des réflexions qu'on me fait le plus, c'est waouh, mais je sais pas comment tu fais, moi je pourrais pas. Et je suis en mode, bah en fait là maintenant j'ai tellement mis le pied dedans, mais jusqu'au cou là, que en fait je pense que maintenant c'est horrible, mais je peux supporter des choses que je pense d'autres personnes ne pourraient pas supporter. Et d'ailleurs, il y a plein de gens en lisant le bouquin qui m'ont dit que c'était dur à lire. C'était que des gens qui m'ont dit qu'ils devaient faire des pauses, que c'était violent en fait ce que j'écrivais dedans. Et moi, je m'attendais pas du tout à ce retour-là, parce que moi, j'étais en mode bah ça va.
j'ai pas l'impression d'avoir dit le pire, quoi. Et en fait, si, c'est horrible. Et ça, je pense que ça m'a beaucoup appris sur aussi, je pense, la distance, tu vois, en tant que journaliste, que tu mets par rapport à ton sujet. C'est des choses sur lesquelles je réfléchis beaucoup. Quand tu t'immerges vraiment dans des sujets durs comme ça, comment tu fais? Ça m'a appris ça. Et d'autre part, je pense que j'ai appris à avoir beaucoup plus d'empathie, bizarrement, avec les mecs qui tombent là-dedans. C'est-à-dire qu'au début de mon enquête, j'étais vraiment en mode, il y a les gentils féministes et les méchants masculins, et tu sais, tu les mets tous dans un sac. Et en fait, plus le temps passait, plus je rencontrais aussi des gens qui étaient passés par ces mouvements-là, plus je me rendais compte que ceux qui étaient vraiment à blâmer, c'était les prédicateurs, les influenceurs, etc. Mais qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient tombés dedans, de la même manière qu'ils auraient pu tomber dans des formes d'addiction parfois. En tout cas, ou qu'il y avait, tu sais, une souffrance qui était ressentie comme réelle, tu vois. Et en fait, tu peux pas dire à quelqu'un quand t'as en face à face, ta souffrance c'est de la merde, tu vois ce que je veux dire, t'as fait une dépression. Enfin voilà, c'est juste que c'est des gens qui ont pas eu, je pense, la bonne lecture des choses à un moment donné pour plein de raisons, et les injonctions à la masculinité et le patriarcat, ils en sont victimes aussi, tu vois. Et donc ça, là-dessus, ça a amené beaucoup de nuances, et du coup, je trouve que c'est intéressant parce que moi, j'avais très peur en écrivant que ça soit perçu, tu sais, comme une espèce de pamphlet anti-homme, je sais pas quoi, tu vois. Et en fait, je trouve que, avec du recul, je trouve que j'ai eu beaucoup de tendresse, bizarrement, avec certains gars qui en étaient passés par là, et que encore aujourd'hui, quand j'interviens en milieu scolaire, tu vois, sur ces questions-là, moi j'ai beaucoup de tendresse envers les jeunes garçons, dans le sens où j'ai pas envie que ça devienne des connards, j'ai pas envie que ça devienne des tueurs de masse, j'ai pas envie que ça devienne des mecs violents, en fait, parce que je pense qu'il y a beaucoup à gagner. Ce que j'essaie de leur dire, il y a beaucoup à gagner dans le féminisme et dans l'égalité pour vivre une vie qui est heureuse avec tes proches, avec les femmes que tu fréquentes dans ta vie et tout. Et je pense que ouais, ça a beaucoup influencé mon travail. Mais je m'attendais pas à découvrir ça. Je pense que j'étais un peu partie bille en tête de on va les défoncer. Ce qui a été en partie le cas. Oui. Mais j'ai eu de l'empathie. Voilà. Écoute, je pense que c'est pas plus mal, mais c'est vrai que je m'y attendais pas à avoir de l'empathie. J'avoue que ça, je m'y attendais pas du tout. J'avoue que ça décomplexe, parce que moi, j'ai du mal à haïr les gens. Même les plus grosses pourritures, j'ai du mal. Et parce que, comme dirait ma psy, la haine, c'est juste un manque d'amour. Et c'est vrai que les incels me font vraiment, sont vraiment tristes, en fait. Enfin, tu te dis, à quel moment dans ta vie... C'est déprimant. À quel moment dans ta vie tu te dis, je vais détester 50% de la population juste parce que j'ai pas de relation sexuelle. Mais bon, parce que aussi je suis triste as fuck. Mais tu vois, il y a aussi le truc de c'est triste. Enfin, tu vois, tu passes un peu de temps sur le forum, le plus gros forum incel. Tu vois, même sur JVC, en fait. Enfin, il y a plein de trucs où je me dis, mais en fait, c'est des gamins ou des mecs qui sont en souffrance, tu vois, et que quelqu'un leur donne accès à de la thérapie. Tu vois, que quelqu'un leur donne accès à autre chose, enfin, à d'autres modèles, en fait, de couple, de sexualité, de relations. Tu vois, de relations. Et même, moi, je suis assez persuadée que si les mecs avaient des relations amicales mieux entre eux, ça irait mieux, tu vois. Qui se parlent les uns les autres, je pense que ça irait mieux. Et là, je travaille là-dessus en Evars, tu vois. Là, je me forme justement pour animer des groupes de filles, mais j'aimerais bien animer des groupes de garçons aussi. Je sais que c'est compliqué parce que je suis une meuf, et donc du coup... ouais, et puis j'ai pas envie, tu sais, qu'ils se sentent mal à l'aise, tu vois, d'avoir une grande adulte qui leur dit « Allez, aimez-vous les uns les autres !» Tu vois, je pense que je pourrais comprendre qu'ils trouvent ça étrange, mais moi ça m'intéresse trop, tu vois, et parce que j'ai déjà eu des interventions où j'avais des classes principalement masculines, où en fait, tu vois, la question de et ton père, tu vois, est-ce que ton père il pleure, ça a donné lieu à des confessions de fous, tu vois, et moi j'étais là et j'avais envie de sortir de la pièce en mode j'ai pas à être là, c'est à eux de se parler. Et en fait, peut-être que j'ose espérer qu'en tout cas que des petits moments comme ça, des fois, ça débloque des trucs qui évitent de rentrer dans une forme d'isolement et de haine des autres et haine de soi-même, quoi. Surtout ça. Ouais, voir qu'on est tous pareils et qu'on traverse tous des moments difficiles et que... Oh oui. On peut y oh arriver. oui.
Alors ça va être le moment un peu plus fun, même si c'est un peu difficile en Ah! vrai. Donc c'est, un petit interlude que j'appelle le portrait d'ombre. En fait, c'est Oh! comme quand on était petit où, on dit, «Si tu étais un Ah chat, oui, tu m'avais dit. voilà, si tu étais un J'adore ça. chat, tu es quoi?» Voilà, tu vas voir, c'est un peu plus, un peu plus touchy, mais donc voilà, ne réfléchis pas trop, hein, c'est pas, OK, c'est je pas un dois pas test réfléchir. c'est Vas-y. pas un test femme actuelle non plus. J'adore les tests femmes actuels, premier Oui, moi degré. aussi, moi C'est les aussi. trucs genre Psychologie Magazine, là. Ma vie. Vraiment, j'adore ça. Pareil, J'adore ça. pareil. C'est terrible. Alors, si tu étais une personne, qui tu serais? Oh pétard. Ah oui, oui, c'est Qui est-ce que je serais ou que j'aimerais bien être? Parce que il y a une bah, différence. ça dépend, tu peux donner les 2. Moi, C'est très si je libre. devais être quelqu'un de connu, tu vois, genre, j'aurais adoré être Gisèle Halimi, tu vois, parce que star Ah ouais, absolue, tu incroyable. vois, genre, tu vois, avocate, féministe, antiraciste, trop Mmh, stylée. mmh, mmh. Mais si je réfléchis à qui je suis vraiment, euh, je suis Peggy la cochonne. Tu vois ce que je veux dire? Genre vraiment, Le parce gap que est le gap est fou, mais parce que le gap est fou, mais parce que je pense que ouais, je suis, tu vois, je sais pas, enfin moi quand j'étais petite, on m'a beaucoup, j'ai eu beaucoup d'insultes grossophobes et tout quand j'étais ouais. petite, et du coup on m'a beaucoup traité de Peggy la cochonne, et en fait quand je suis devenue ado avec Internet, il y a commencé à avoir plein de mèmes sur Peggy la cochonne parce que c'est une diva en fait, c'est une star de ouf, genre elle est toujours bien sapée, elle est Oui, c'est hyper vrai. confiante et tout. Et j'étais en mode, mais j'ai envie d'être elle. Et maintenant, j'ai un truc au-dessus de mon bureau, là, où c'est genre Peggy qui fait un bisou à Kermit. Et je l'aime trop, en fait, cette image. Donc, moi, Peggy la cochonne all the way, tu vois. Mais c'est moins stylé que Gisèle, Oui, tu c'est vois. sûr. Enfin et encore que, voilà, retournement du stigmate comme on dit dans le chat. Encore que c'est Ah ben, stylé en vrai. écoute, retournement du stigmate. Et moi, je trouve ça stylé, en vrai, d'être une diva. Donc, moi, Ouais, bah, ouais. je pense que ça, c'est ça. Si tu étais un réseau social, lequel serais-tu? Hum, Skyblog, je pense. La vieillerie. Je suis une vieille personne, en fait, finalement. Très personnalisable Oui, c'est ça. et un peu cringe, tu Oui, vois. Un peu. beaucoup cringe, Je ouais. dirais Skyblock quand même. Ouais, voilà. Ou Si Tumblr, mais plutôt, ouais, non, plutôt Skyblock. si tu étais un âge, tu serais lequel? Oh pétard. La, la trentaine. Genre vraiment le passage aux 30, tu vois. Genre Ouais. la trentaine qui t'auto. Tu sais, où tu es en mode, ah, on a plus 20 ans, hein. La, tu vois ce que je veux dire, tu sais, ce passage de trentaine, tout le monde est en mode alors, la vie d'adulte, t'es là. Et ouais, je fantasme sur de l'électroménager et je ne fais plus de soirée parce que j'ai la flemme et j'aime plus les gens. Ouais, la trentaine. Putain, j'ai Moi, eu ça fait 30 ans 5 toute ans ma que j'ai vie, je 30 crois. ans. Ah oui, moi Mais aussi. moi, c'est pareil. Moi Mais aussi, je pareil, suis née à 30 ans. Enfin même à 50, je pense, mais une vieille âme. Tu c'est vois ce que ça. je veux dire? Je suis C'est vieille, exactement j'ai pas ça. le temps. Plus mignon, si tu étais une couleur, laquelle serais-tu? Je pense que je serais un bleu, non, 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 pardon, un vert sapin, tu vois. Un vert sapin. C'est rare que les gens choisissent vert en vrai. Ah, Pas c'est ma beaucoup. couleur préférée, j'adore le vert. Ah bravo! Je suis C'est fan very vert. bisexual, tu vois, genre, C'est ça. j'avais vu un truc sur TikTok qui disait que toutes les personnes bisexuelles avaient un canapé vert, et j'ai Mmh. regardé ce TikTok depuis mon canapé vert, et j'étais en mode, je vois pas du tout de quoi vous parlez. C'est pas J'ai du tout. j'ai hâte d'avoir un canapé vert, mais il faut que je le trouve. Et enfin, si tu étais un mot, lequel serais-tu? Oh putain. Ah, ok, je vais te dire un mot random, mais c'est mon mot préféré de la langue française, qui est le mot strapontin. Je trouve que le mot strapontin, C'est c'est un drôle. mot qui sonne comme ce qu'il désigne. Mmh mh. Dans le sens, tu vois, strapontin, je trouve que c'est un mot qui rebondit. Ouais. Et ça, j'aimais beaucoup à une période, mais ça c'était vraiment, je me la pète, mais j'adorais le mot pharmacopée, qui désigne un truc que tu trouves dans une pharmacie. Et donc, c'est un produit pharmacopée, quoi. Ça veut Ouais, rien, ouais. enfin, tu vois, c'est inutilisable dans la vie de tous les jours. Donc, strapontin, ça rebondit, j'aime bien. Petit strapontin, quoi. Ouais. Je sais pas, je trouve ça un peu mignon, strapontin. C'est comme moi, c'est biscuit.
Je trouve que la sonorité du mot Mmh. biscuit est incroyable et moi, pour me la péter, c'est, antépénultien, voilà, parce que j'aime bien, me C'est la quoi péter. antépénulien? Est-ce que c'est l'avant-dernier ou Ouais, c'est l'avant-l'avant-dernier? avant-avant-dernier. Normalement, Enfin, si je ça, me c'est trompe trop pas. stylé. Ça, Ça n'a ça aucun c'est trop sens. stylé. Oui, mais Voilà. c'est stylé de connaître des mots comme ça, tu vois? Oui, oui, Moi, j'aime. c'est toujours en mode: «Ah!» Donc Gozig Tu te aussi tu te a kisses c'est ça, je me kisse le Gozig le aussi a un canapé biceps. vert, donc nous Et sommes ben, hello en fellow bisexuals. c'est ça. Alors, on a parlé, de quand même une face assez triste des réseaux sociaux, avec, toute Oui, la pensée, mascu et cetera. Mais les réseaux sont des outils, donc ils sont pas que néfastes en soi, c'est juste une façon de les utiliser. heureusement. Oui, Heureusement. oui. Et donc tu as sorti donc très récemment avec Myriam Mal un livre qui s'adresse principalement aux jeunes, je pense, peut-être un peu aux adultes parents, je Oui. dirais. «Mes réseaux, mon genre et moi». Donc il s'attarde sur le fait que, les réseaux sociaux peuvent nous enfermer dans une bulle, dans un genre, en nous proposant des clichés liés à ce genre. Voilà, donc c'est donc un livre, je pense, à destination des jeunes qui leur parle directement de plein de sujets et surtout leur font comprendre comment les industriels, enfin ceux qui ont créé ces logiciels, heu, pourquoi ils font ça et qu'est-ce que ça Mmh. implique, pour eux et comment ils gagnent de l'argent, sur notre dos. Voilà, donc c'est un livre très informatif en réalité. Je pensais pas du tout, que ça allait être ça. Quand je l'ai ouvert, j'étais en mode: «Ah oui, très bien, je ne m'attendais pas à ça». Il y a plein d'informations dedans. Oui, il y a beaucoup, beaucoup d'informations et Oui, il est blindé. Je trouve qu'il est quand tu l'ouvres, tu es un peu en mode: «Waouh!» Il y a oui, beaucoup de alors texte, qu'il enfin, est tu vois? petit. En réalité, il est Oui, assez de petit, quoi. fond. Il est condensé. C'est ça et je me demandais si l'idée de ce livre t'était venue, grâce à la conclusion de «Formée à la haine des femmes» où tu parles des solutions de ce qui est mis en Ouais. ligne, tout ça, de l'aide en ligne ou aucun rapport et c'est venu autrement, ce sujet? Bah, c'est un peu des 2, parce que tu vois, l'aspect solution dans Former la haine des femmes, j'avoue, c'est mon éditrice qui me l'a beaucoup demandé, qui était en mode: «Là, Pauline, tout le monde a envie de se foutre une balle, là, il faut que tu Oui, fasses un oui, oui. chapitre de solution». Oui, pitié, Parce que j'étais en mode: les livres «OK, tristes. d'accord». Oui. J'étais en mode: «OK, on va essayer de trouver des solutions» et puis comme je travaille en éducation média, comme je travaille avec des jeunes, je suis beaucoup intervenue, tu vois, sur ce sujet-là auprès d'établissements scolaires avec des professeurs documentalistes et je sentais que, déjà, il y avait pas de ressources pour les profs doc sur, les masculinistes Mmh. et les masculinismes. J'avais beaucoup de profs doc, qui avaient beau être, tu vois, sensibilisés sur la question parce que s'ils me faisaient venir, c'est qu'a priori, ils savaient un petit peu déjà le problème mais qui savaient pas comment aborder ne serait-ce que la question genre des réseaux sociaux, tu vois, Mmh de mh. manière très générale, autre que sous un prisme du harcèlement scolaire. C'est-à-dire que Mmh. moi, on m'a beaucoup demandé d'intervenir, tu vois, sur les Mmh, cyberviolences, mmh, et mmh, c'est mmh. un truc que je continuais à faire, et c'est un sujet que je trouve passionnant, donc voilà. Mais c'est très limité souvent au cyberharcèlement, et on parle peu du reste. Et c'est pour ça, tu vois, que je me forme en EVARS, parce que je suis assez persuadée qu'il faut une alliance entre l'éducation sexuelle et l'éducation aux médias, parce Mmh. que, et je crois que je le dis, je sais plus où je le dis dans le bouquin, mais c'est pour moi une éducation à la sexualité sans parler d'internet, et dans l'autre sens Ouais. parler d'internet sans parler de relations, ça me semble étrange en fait pour les Oui, comme ados, si tu vois. c'était 2 choses différentes alors que c'est très lié en Ouais. réalité, Ben, c'est très ouais. lié, surtout pour cette génération, tu vois, Oui, en qui, plus, en fait, qui vit qu'avec ça, passe ouais. beaucoup de temps, ouais, Mmh sur les mh. réseaux sociaux. C'est des espaces de sociabilité pour eux, de découverte aussi d'informations à la sexualité, Mmh. et également de désinformation à la sexualité. Donc c'est ça qui est C'est vrai. important. Mais du coup, ce bouquin-là, c'était vraiment se dire, ok, il faut que ce soit des ressources à la fois pour les profs, à la fois pour les ados. Et je trouvais ça intéressant que ce soit pas quelque chose justement numérique, parce que quand tout est très instantané, très rapide, je trouve que le format livre permet de grignoter. Tu vois, je Mmh me mh. disais, comme c'est un format qui est pensé pour début du collège jusqu'à début du lycée, en fait, tu traverses pas la même chose quand t'es en cinquième, quand t'es en seconde. Bah, il y a Mmh. des chapitres que tu peux lire à un moment, relire d'autres dans quelques mois, et tu vas grappiller un peu. Et surtout, les parents sont stress. Les parents sont Mmh mh, mmh. stress sur les réseaux sociaux. Ils sont persuadés que leur enfant est sur le dark web. Enfin voilà. Je te jure, genre vraiment le nombre de conférences que j'ai fait, les parents ils sont en mode Madame Ferrari, comment faire pour nos enfants, on n'achète pas de la drogue sur le dark web. Et je suis en mode, ils vont pas sur le dark web, ils vont sur Snapchat. Enfin Mais vraiment, oui, genre, il n'y a pas besoin d'aller aussi c'est loin. pas si facile d'aller sur le dark web, en vrai. Vraiment, tu vois, et qui en même temps, dès que tu leur parles de sujets malheureusement très communs, tu vois, que ce soit la diffusion non consentie d'images intimes, donc ce qu'on Ouais. appelle le revenge porn,
le cyberharcèlement, le doxing, la pédocriminalité, le grooming, etc., qui sont des sujets très communs, malheureusement, tu vois. Ben, en fait, là, les parents, ils sont en mode politique de l'autruche, on n'a pas envie de savoir, on n'a pas envie de voir. Et donc, du coup, tu te retrouves dans un truc un peu étrange où soit ils ont pas envie de savoir, soit ils savent pas, soit... Enfin, tout est bizarre. Donc, je me suis dit, les bouquins, c'est chouette là-dessus parce que, a priori, si t'achètes ça à ton gamin, c'est que a priori, tu vois, t'es un peu sensibilisé et je m'étais dit c'est une bonne manière de passer, c'est horrible hein, mais de passer par le biais des ados pour pouvoir parler aux parents aussi et les rassurer sur le fait que Internet ça reste un outil, qu'il y a des trucs horribles et c'est un livre je pense qui est très anticapitaliste sur la manière dont les algorithmes fonctionnent, les grandes multinationales de la tech et tout, mais qu'il y a que c'est aussi des espaces qui peuvent être géniaux en termes de politisation, d'exploration, de fandom, de communauté, d'exploration de qui on est en tant qu'ado. Et je pense qu'on est beaucoup pour qui Internet, ça nous a sauvé la vie, tu vois. Genre de découvrir des gens comme nous et de se sentir moins seul. Et je pense que pour les ados d'aujourd'hui, c'est aussi le cas. Mais du coup, c'est pareil, un petit guide, tu vois, d'autodéfense intellectuelle. En fait, tu peux aller sur Instagram et TikTok, mais juste savoir que c'est possédé par des multinationales et savoir comment ça fonctionne. Et bon, un peu dealer avec ça, tu vois. Genre, ça fait partie aussi de ton éducation en tant que citoyen, citoyenne. Et bon, comme on n'a pas le temps de le faire à l'école, bon, si on peut le faire dans un bouquin, c'est cool, quoi. C'est ça. D'ailleurs, justement, je vais rebondir sur ce que tu dis parce que tu abordes un thème dans un chapitre que j'avais, pas conscientisé clairement. En fait, je l'avais conscientisé dans le jeu vidéo, mais pas dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire que, dans les jeux vidéo, on incarne un avatar, on peut le choisir et donc on peut changer son genre, par exemple. Oui, Et absolument. donc voilà, en fait, sur les réseaux sociaux, sous couvert d'anonymat, on peut être qui on veut. Et en fait, je l'ai fait quand j'étais jeune, j'allais sur des forums et je pouvais incarner un Bien homme, sûr. une femme, peu importe qui j'étais en réalité. Et pareil, comme tu le dis très bien, c'est grâce à internet que j'ai découvert donc la sexualité, ensuite la pluralité des genres, puis le féminisme. Enfin bref, j'ai commencé à tout découvrir en 2015 parce que, j'étais enfin seule, donc il fallait que je m'occupe, je crois. Et donc j'ai découvert donc voilà, tout mon militantisme démarre de là. Et plus j'avance, plus, bah, je peux découvrir qui, je suis, comment je me sens depuis, en fait, extrêmement longtemps, mais que tu pas parce que dans la vraie vie, on m'a assigné Ouais, au genre féminin, donc bah, c'est très compliqué c'est de vrai. t'en détacher. Et pourtant, j'ai une histoire un peu bizarre où, en fait, quand j'étais jeune, vraiment, j'étais un petit garçon manqué, enfin, vraiment ce qu'on appelle un garçon manqué. Mmh. Donc je mettais des joggings, je bagarrais avec les autres garçons, je faisais du foot, après j'ai fait du tennis, j'ai fait du judo, enfin bref, que des trucs, plutôt masculins. Après, j'ai, découvert la féminité avec mon ex qui, gentiment, en vrai, il voulait m'apprendre à être plus féminine. Je pense que ça l'arrangeait, mais voilà, OK. j'ai un peu, j'ai accepté. En fait, je me suis dit: «Bah si, quand même, je suis une meuf, il faudrait peut-être que je commence à apprendre à me maquiller et cetera». Donc j'ai appris la féminité et depuis, je suis un peu dans un entre-deux en mode, bah, j'aimerais bien faire En les mode: 2. «Ah, J'aimerais bien, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On fait les 2, on maintenant, fait aucun des 2. Qu'est-ce qui se c'est ça, passe?» exactement. Donc en fait, je pense que j'ai toujours, été un peu non binaire, mais je m'en rendais pas compte parce que ça Ouais. existait pas à l'époque, dans les années 90, ça n'existait pas ces termes-là, tous ces Ou au termes-là. moins ouais, ou en tout cas, il y avait pas de mots, tu vois, pour apposer Mmh, sur, ce que tu pouvais vivre c'est ça. et je trouve que ça, c'est hyper précieux, tu vois, d'avoir pu, tu vois, même pas que sur le sujet du genre, mais par exemple, moi, j'ai été diagnostiquée, tu vois, de l'endométriose il y a 3 Mmh, ans. Et je pense que j'ai été diagnostiquée à un moment aussi où, en termes médiatiques, on en parlait ouais, plus. on Du coup, les parle. médecins étaient Ouais. beaucoup plus au courant. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai été diagnostiquée très rapidement, comparé à, tu vois, plein de Ouais, ouais, personnes. ouais. Je crois que la moyenne du diagnostic, c'est 7 ans. Moi, ça a été 1 an, ce qui est vraiment très court Mmh en mh. comparaison, même si c'est très long quand tu le vis. Et je me suis dit, mais en fait, Internet m'a sauvée aussi là-dessus, parce que je pense que moi, j'ai pu commencer un peu à me faire mon propre diag, déjà, à me dire, ah, je pense que c'est ça, du coup, je peux aller creuser de ce côté-là. Mmh mh. Quand j'ai été diagnostiquée, j'ai bénéficié en fait de communautés de soutien, tu vois, sur Ouais, c'est Facebook, ça, de ouais. personnes atteintes d'endo qui donnaient des conseils. Nombre de fois où j'étais en crise et je mettais des messages sur des groupes Facebook où je connaissais pas les personnes et j'étais juste en mode, ça fait 48 heures que j'ai mal au bide, aidez-moi, tu vois. Mmh Et mh. en fait,
te sens moins seule. Et pareil sur la question du genre, pour le coup, moi j'ai toujours été la petite meuf grosse, tu vois, et c'est marrant, mais TikTok a trouvé ma bisexualité avant moi. Et je pense que ça a été une grande expérience de beaucoup tu vois, de meufs qui se présumaient hétéros. Et pendant le confinement, tu passes beaucoup de temps sur TikTok et TikTok te dit coucou, maybe you like girls also, tu vois. Et du coup, c'est intéressant de voir que moi, Internet, ça m'a ouvert aussi. Ouais, déjà, je passais beaucoup de temps étant ado sur les fandoms. Et donc du coup sur les fandoms t'avais énormément de aussi tu vois de fanfiction Wattpad lesbienne gay etc. Donc déjà ça m'a ouvert pas mal là-dessus et je pense que tu vois ça a aidé aussi à l'acceptation, le fait de faire un coming out et je pense que j'aurais jamais perçu mon genre de cette manière-là s'il n'y avait pas eu internet, s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux et puis même politiquement en fait je pense que je fais partie d'une génération tu vois de féminisme Instagram qui a découvert aussi plein de notions avec des comptes engagés qui continuent d'ailleurs à apprendre parce que tu sais jamais tout et que tu continues à apprendre sur plein d'enjeux et je trouve que c'est moi, jamais je ne dirais à des jeunes tu vois, de couper Internet parce que pour moi, je ne me verrais pas couper Internet et c'est trop précieux en fait. Et cette perspective du genre, c'est marrant, tu vois, il y a une période où j'étais très dans le journalisme tech pur. Donc un peu plus même le hardware et tout, tu vois. Et du coup, mes algos, ils s'étaient persuadés que j'étais un mec parce que je regardais trop des trucs de Raspberry Pi et des trucs comme ça, tu vois. Ah oui. Et ça me fait trop rire. Et là, maintenant que j'ai passé la trentaine, je commence à avoir des pubs ciblées pour des tests de grossesse. Et je suis en mode genre, mais tu vois, c'est assez... Tu les as eu aussi. Mais tu vois, c'est assez... flippant et en même temps je trouve que c'est intéressant de voir à quel point il y a ce truc là qu'on utilise au quotidien et à quel point on n'en sait pas grand chose de comment ça fonctionne, tu vois. Et ça, moi, c'est pour ça que ça me passionne, c'est une énigme sans fin en fait, les algorithmes et de voir à quel point ça peut avoir une influence sur nous et à quel point nous on peut avoir une influence sur les algos. Je pense que c'est le cœur de mon taf, quoi. Je trouve ça passionnant, vraiment. Ouais, d'ailleurs, c'est marrant, à chaque fois je dis, mais j'ai les timelines les plus safe de l'univers. Je n'ai pas d'IA, je n'ai pas de mascu, je n'ai pas de facho dans mes timelines, mais même sur Let's X. go. Même sur X, c'était Même sur... une Arrête. C'est vrai? Oui, oui. Mais tu sais que, après, moi, je pense que mon compte X, il est fucked up. Mais parce qu'à partir du moment où tout le monde a commencé à quitter X après l'investiture de Trump, tu sais, se poser la grande question, notamment chez les journalistes, de est-ce que voilà. Et moi j'étais en mode écoute, je travaille sur l'extrême droite et les mascus, faut que j'y reste, je suis obligée. Donc je ne poste plus ou très peu. Quand j'ai des appels à témoignages, des fois je le mets parce que des fois ça permet de toucher notre public. Mais par contre du coup moi c'est full faf quoi. Vraiment genre je scroll et il y a Frontières, Discordier, Thèse d'Escuffon, c'est terrible. Alors que Instagram à côté de ça devient plutôt ma safe place quoi. Oui c'est ça. Il y a des arcs-en-ciel partout. C'est ça, je suis sur TikTok aux toilettes, tu sais, et je vois genre là que des conseils. Bon, là j'ai beaucoup de conseils canicules et j'ai plein de gens qui parlent de féminisme et tout, et je suis en mode genre mais c'est trop drôle de voir tu vois d'un algo à l'autre qu'est-ce que tu peux avoir quoi. Ouais. Et mascu toxique, mais non, vous n'êtes pas des mascus toxiques. Des conversions Bitcoin. Oui, alors ça, ouais. Oh, ça c'est terrible. Il y a une période, putain, mais c'était avant que le super livre de Nastasia Adjidji qui s'appelle No Crypto sorte, où elle c'est un peu des seules françaises technocritiques sur le Bitcoin. Mais genre tout le monde me disait tu veux pas écrire des papiers sur les crypto-monnaies et le Bitcoin. J'étais en mode mais allez vous faire foutre, jamais de la vie, tu vois. Et j'avais fait un papier pour Cosette à l'époque sur les liens entre mascu et crypto. J'étais un peu en avant-garde et on avait trouvé un titre génial qui s'appelait Concours de Bitcoin et j'aime beaucoup ce titre, je l'aime énormément et j'avoue voilà, c'est vraiment j'adore. Et ça tombe bien parce que tu parles justement de refuser certains thèmes de Bitcoin. Tu refuses le Bitcoin. Ça reste. Tous ces sujets dont on parle depuis le début, c'est vraiment par militantisme ou par plus raison personnelle? C'est peut-être intrinsèquement lié, mais je sais que, par exemple, ma mère est chercheuse et elle travaille sur des sujets qui la concernent. En fait, je sais que tous les chercheurs vont travailler sur des trucs qui les concernent plus ou moins consciemment.
Est-ce que toi, est-ce que tu as conscientisé, ces sujets-là ou, est-ce que d'un seul coup tu te mets à aimer un sujet et après tu conscientises après coup pourquoi tu as commencé à dig? Je pense que c'est plus ça, c'est que je me lance sur des trucs et après je me dis: «Ah, personnellement, ça fait sens». Je pense qu'une des raisons que j'ai trouvées, tu vois, sur les mascus, bah, déjà ces histoires de mon adolescence sur, Ouais. tu vois, la séduction et tout, et je pense que c'est très bizarre à dire, mais je pense que j'aurais pu être, alors pas une incel, mais ce qu'on appelle une femcel. Mmh mh. C'est-à-dire, tu vois, parce que je pense que en tant que petite meuf grosse, qui avait pas trop de succès dans l'hétérosexualité pendant longtemps, qui s'est longtemps sentie en fait ce que Virginie Despentes appelle ne pas faire partie du marché de la bonne meuf, tu vois, de pas se sentir ouais, correspondre à certaines cases de l'hétérosexualité, de la féminité, sur plein de trucs et tout. Je pense que pendant longtemps, moi, c'était ça en fait. Pourquoi aussi j'allais un peu regarder frénétiquement ces trucs-là. Je pense que quelque part ça me rassurait de savoir qu'il n'y avait pas que moi qui galérais. Mmh. C'est un peu terrible, hein, mais voilà. La seule différence entre ces mecs-là et moi, c'est que moi le féminisme m'a sauvée parce que ça m'a permis de conscientiser les violences que je subissais, les injonctions patriarcales. Ça m'a permis ensuite, après, de me dire, de sortir de l'hétérosexualité, tu vois, de conscientiser le couple hétéro, les systèmes de domination, de violence, le contrôle coercitif, les violences conjugales, etc. Donc ça m'a permis de conscientiser, et en fait au fur et à mesure que je prenais conscience aussi, là c'était un peu plus tard, c'est quand j'ai commencé ma carrière de pigiste, journaliste, c'est que moi ces sujets m'intéressaient, je pense que je l'avais moins conscientisé que maintenant, mais du coup je proposais ces sujets et on me les refusait, et je suis une tête de mule absolue qui est de dire tu veux pas traiter ces sujets-là, moi je pense que c'est important. Et en fait j'avais un peu cet effet Cassandre de Troie où je passais mon temps à dire c'est un phénomène important, on va avoir des drames, il faut vraiment qu'on s'en occupe. Et que tout le monde me disait non, c'est des puceaux frustrés sur Internet. Et je pense qu'il y a eu un truc, un peu de militantisme. Je suis assez persuadée que tous les gens qui deviennent journalistes, ils ont un peu envie de genre sauver le monde ou de changer le monde, tu vois, d'une certaine manière. Et je pense que c'était un peu mon cas. Et c'est encore un peu mon cas, je pense. Et donc du coup, c'est devenu un vrai sujet de militantisme, les mascus. Et c'est devenu, ouais, et du coup c'est bizarre parce que c'est à la fois, tu vois, là j'ai écrit un bouquin dessus il y a 3 ans, tu pourrais te dire c'est bon, là, enfin moi j'étais persuadée quand je l'avais écrit que c'est bon, je passe à autre chose, tu vois, genre je l'ai écrit, j'ai mis toutes mes connaissances et mon enquête dedans, c'était une manière aussi de me dire j'enlève ça de mon cerveau, je passe à autre chose. Je suis jamais passée à autre chose et j'arrive pas à passer à autre chose parce que c'est un truc qui est encore très présent, qui est encore très lancinant, que là les pouvoirs publics s'en emparent, mais je trouve qu'ils s'en emparent pas bien, Oui, et du justement, coup ça m'inquiète je voulais te dire, mais encore en fait, plus. Enfin voilà quoi, tu vois. ouais, tu peux pas t'en détacher parce qu'en plus, on te rappelle en permanence pour des interviews ou pour, C'est ça. les commissions pour le Sénat et Ouais. effectivement, à chaque fois, tu fais le débrief de ces commissions-là et c'est toujours une catastrophe, parce qu'ils prennent pas ça encore au sérieux, quoi. C'est toujours une cata, et puis que ce soit, tu vois, les commissions d'enquête au Sénat, à l'Assemblée nationale sur les effets psychologiques de TikTok et tout. En fait, il y a toujours la même sensation. Et ce qui est chouette, c'est que j'ai pu en parler avec des associations, avec des chercheuses qui ont été auditionnées aussi, tu vois, que ce soit sur les cyberviolences ou quoi. On a tous la même impression qui est de dire, t'as l'impression que t'es face à des gens qui découvrent l'eau chaude. Genre vraiment, t'as en face d'eux, tu vois, des gens qui travaillent là-dessus depuis 10 ans, des personnes qui sont, je pense notamment sur les cyberviolences, tu vois, des personnes qui sont sur le terrain, qui accompagnent des victimes et tout, tous les jours, depuis 10 ans, pareil, des journalistes qui, tu vois, en chient et tout. Et t'as des députés ou des sénateurs en face qui te regardent en mode Internet, ça fonctionne comme ça. Et t'es en mode, mais waouh, le niveau du débat est bas, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, il y a encore cette impression, moi, qui me rend folle, et je pense que ça c'est devenu aussi un acte de militantisme, qui est de dire que j'ai l'impression qu'Internet, tout le monde le voit encore, tu sais, comme c'est une espèce de bulle qui flotte et qui n'a aucune t'as aucune influence sur ta vie, tu vois, alors qu'on sait très bien que c'est pas le cas. Et donc du coup, moi, ça devient un truc un peu où je me bats pour que à la fois les cyberviolences, ça soit pas un espèce d'angle mort du féminisme en mode c'est sur Internet, du coup ça nous concerne pas. Que les masculins, c'est un truc à prendre en compte, mais là, tu vois, je suis un peu dans un combat de dire attention, c'est pas que les jeunes, c'est pas que les réseaux sociaux, c'est pas que les jeunes de quartiers populaires, c'est pas que les jeunes racisés, etc. Parce que c'est en train de prendre une tournure sécuritaire que j'aime pas du tout, et contre laquelle je me bats, tu vois. Surtout, j'ai plus l'impression que c'est les personnes blanches, en vrai. Enfin, moi, dans ma tête, on me dit un incel, je vois un blanc, en fait. C'est...
Mais c'est ça. En fait, le truc, c'est que euh, il y a cette idée profondément islamophobe et raciste au gouvernement euh, et dans des instances de pouvoir qui est que la misogynie, c'est un truc qui Ouais, ne peut pas d'accord. être imputable à des Français de souche. Tu vois, cette espèce de vision raciste qui est de dire les jeunes des quartiers populaires Mmh qui mh. sont musulmans, et ils sont Ouais. plus misogynes que nous. Alors que c'est pas vrai. Ouais. Et en même temps, tu vois, en gros, dans les masculinismes, tu as aussi des notions de suprémacisme masculin, mais aussi de suprémacisme blanc pour certains. Et donc oui, en fait, dans la plupart des gens qui ont causé des attentats, notamment incel, c'est des mecs blancs, Mmh. mais eux, on va les décrire, tu vois, comme des loups solitaires, comme des gens avec des problèmes psy, etc. Sauf que avoir des problèmes psy explique pas tout et excuse pas tout, par ailleurs. Mais donc, du coup, il y a cette vision très bizarre. Et tu vois, là, le rapport du Sénat, typiquement, c'est ça, quoi. Il y a tout un focus sur les jeux vidéo, le rap et le porno. Et j'étais en mode, mais excusez-moi, on est en 2003 ou comment ça se passe? C'est genre vraiment les mêmes paniques morales que J'avoue que nos c'est darons dans les années 2000, quoi. ouais, ouais. Et c'est terrible. Enfin, moi, je trouve ça terrible. Et c'est notamment le truc du porno, on en a parlé avec d'autres chercheurs qui ont été, enfin, des chercheurs qui ont été interviewés, qui ont passé des heures à leur expliquer que non, ça n'avait rien à Ouais. voir, que au contraire, les communautés masculines étaient assez anti-pornographie, enfin tout ça. Et t'as quand même dans le rapport la pornographie cause la violence masculine. Et j'étais en mode, Et tu peux pas dire à se ça, demander en s'ils vous fait. ont écouté, en fait, enfin, à quel moment? Moi, je, moi, j'ai l'impression que le Sénat a fait du cherry picking Ah de encore. la même manière que les masculins Ouais. font du cherry picking. Enfin, vraiment, on sélectionnait ce qu'ils avaient envie d'entendre. Et des choses qui allaient dans leur sens. Mmh mh. Et notamment, tu vois, sur le rap, il y a une autrice que j'aime, qui fait des TikTok d'ailleurs que j'aime beaucoup, qui s'appelle Benjamin Veil, qui est philosophe, qui parle beaucoup de rap et tout, tu vois. Et en fait, tu sens dans le rapport qu'ils lui font dire ce qu'elle n'a pas dit. Mmh. Genre, t'as l'impression que c'est Ouais. un interrogatoire, quoi. Tu vois, genre qui essaye de lui faire dire des choses sur lesquelles elle est absolument pas d'accord. Et moi, je serais elle, je serais trop vénère, quoi. Qu'il l'ait mis dans le rapport, je serais trop énervée Mmh. de voir mes propos qui sont utilisés comme ça. Tu m'étonnes. Et même de voir tu vois, qu'est-ce qui a été gardé de nos auditions. C'est Ouais. intéressant, tu vois. Mmh Genre, mh. qu'est-ce qui a été dit et qu'est-ce qui a pas été dit, quoi. Et moi, je trouve que, moi, ils ont beaucoup gardé les passages sur les réseaux sociaux, mais ils ont pas beaucoup gardé les passages sur l'extrême droite, par Ouais, bizarrement. exemple. Donc Ouais. bon, c'est un peu désespérant. Du coup, moi, j'en viens à me demander. Moi, je fais des formations, tu vois, sur le masculinisme auprès de collectivités territoriales et tout, mais j'essaie de m'adapter aux réalités des terrains des gens aussi, de qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Voilà, sachant que moi, je leur dis, je suis simple journaliste, je suis pas travailleuse sociale, je suis pas universitaire et tout. Moi, je vous présente l'état des choses, mais parce que si on se relaie que sur ces rapports-là, Sénat, au Conseil à l'égalité, je pense qu'on n'avance pas et je pense que sur le terrain, ça a des conséquences qui sont désastreuses, quoi. Mmh mh. Dans le chat, il y a Loud qui nous a donné un témoignage qui rejoint ce que tu as dit. C'est que, bah, s'il avait pas rencontré les bonnes personnes, il aurait pu, tourner incel ou facho parce que, c'est Mais facile, en bien fait, sûr, de tomber dans ce genre de truc donc mais de fou. Je pense surtout quand t'as un gars, tu vois. ouais. Enfin, je trouve que quand t'es née meuf et sociabilisée en tant que meuf, l'amitié féminine te sauve pas mal, tu vois. Ouais. Quand t'arrives à avoir des copines et tout, je trouve que ça permet justement de pas se sentir seule et je trouve que là-dessus c'est très très précieux. Là où les mecs, je pense que ça doit être difficile de grandir en tant que mec, tu vois, sur ces trucs-là. Bah, surtout Et le tu peux, cliché, que les meufs doivent enfin, sont ouais, sociales, alors que les mecs, oui, de on peut fou. les laisser de côté, c'est pas grave, quoi, Ouais, et limite ils grandissent tout seuls, quoi, ouais, tu c'est des vois. solitaires Et et en fait, non. c'est hyper triste. Donc Mmh mh. je suis pas étonnée malheureusement, tu vois, qu'il y ait des gens qui pensent pouvoir tomber là-dedans, quoi. Mmh mh. Ouais, ouais, c'est ouais. Hem, dernière question, enfin avant-dernière question, comment Dernière définirais question. dernière question. Comment définirais-tu ton féminisme? Pour, Oh, en ah, conclusion de c'est tout une belle ça. question. Je dirais que c'est un féminisme déjà qui est intersectionnel.
paraît la base, mais c'est important de le rappeler. Donc c'est un féminisme qui prend en compte tous les types d'oppression et l'intersection de ces oppressions, parce que en fait moi mon expérience d'être une femme, elle est pas la même que une meuf trans racisée, tu vois, migrante qui vient d'arriver en France. Il y a aussi des hiérarchies de privilèges et des hiérarchies d'oppression, tu vois. Donc ça là-dessus pour moi c'est important. C'est un féminisme qui est populaire aussi, dans le sens où et je pense que c'est pour ça que je suis devenue journaliste et pas universitaire par exemple. C'est que je pense que j'avais un vrai envie de transmission qui soit compréhensible pour tout le monde. Et je sais que un des plus beaux compliments qu'on a pu me faire sur le livre, c'est que c'était un livre accessible. Et qui n'avait pas besoin d'avoir fait, tu vois, des études en philo ou en sciences politiques pour comprendre. Et ça, j'étais en mode, ok, trop bien. Ça, c'est vraiment une grande fierté, quoi, que ça soit compréhensible et accessible. Et c'est un féminisme aussi anticapitaliste et tu vois, qui marche pas main dans la main avec Total. De plus en plus. C'est-à-dire que vraiment, tu vois, ces notions d'anticapitalisme, d'écologie, tu vois, de penser aussi la lutte des classes, pour moi, c'est de plus en plus essentiel. Je pense que je pense que le féminisme Instagram avec lequel j'ai été biberonnée pendant un moment était très girl boss, très libéral et très entrepreneurial et tout. Et je m'en suis très vite détachée. J'étais en mode ça me plaît pas trop tout ça. Et surtout dans la tech, tu vois, genre en bossant dans la tech, journalisme tech, il y a beaucoup de trucs, et je l'ai fait pendant longtemps, hein, woman in tech, woman in AI, enfin voilà. Et je comprends pourquoi ça peut être intéressant et important pour des gens, mais moi c'est pas ma vision du monde en fait. Moi je trouve pas ça très émancipateur que les femmes, tu vois, genre aient des entreprises d'IA, si c'est pour que ça devienne genre des multinationales horribles. Enfin vraiment, c'est pas ma vision du féminisme, quoi. Donc féminisme populaire et d'éducation populaire, pour moi c'est important, je dirais. Ok, super. Est-ce que tu as des actualités à nous partager ou un mot de la fin? Actu à partager. Je continue à travailler à jour de play. Ça, c'est la partie fun de mon travail, je dirais. Parce qu'on parle pas des masculins dans jour de play. Enfin, pas trop, je trouve. Ça va. Pas encore. Peut-être un jour. Peut-être un jour. Là, j'ai une grosse série d'enquêtes qui va sortir pour les jours au mois de septembre. Je suis en train de bosser dessus, qui sera sur les masculins, du coup. Certaines associations de masculins. Et ensuite, je vais avoir c'est fou, mais je vais avoir une bande dessinée qui sort l'année prochaine. Voilà. Je fais une BD. Alors, c'est pas moi qui dessine du tout, parce que je suis très mauvaise en dessin. Non, mais vraiment, pas moi. Hein, vraiment. Bon, moi, la BD aura la critique positive, c'est très accessible. Ça. Mais tu sais qu'en fait, je lisais pas trop de BD, j'avoue, avant. Et puis depuis que une de mes résolutions de 2026, ça a été de soutenir j'allais dire les pouvoirs publics, de soutenir genre tu vois les services publics. C'était vraiment genre j'étais en mode je sais qu'aux États-Unis un des trucs qui fait que ça tient, tu vois, en militantisme un peu de terrain, c'est aussi de soutenir tu vois les bibliothèques, les services publics comme ça. Et j'étais en mode ok, c'est trop bien, je vais faire ça aussi, donc carte de bibliothèque. Et j'ai la chance d'avoir un partenaire de vie qui adore la bande dessinée et qui a voulu s'intéresser à la socio, tu vois, et aux sciences sociales un petit peu par le prisme de la BD. Et donc j'ai lu plein de trucs et j'ai eu la chance d'être contactée par une maison d'édition qui s'appelle Stenkiss et qui là fait pas mal d'adaptations de bouquins de sciences sociales de la découverte en bande dessinée, et notamment un bouquin que j'ai adoré qui s'appelle On ne naît pas mec de Daisy Le Tourneur, qui a été adopté là et enrichi en BD, et c'est hilarant, c'est tellement drôle, il y a plein de blagues et tout, et c'est un peu justement sur c'est quoi la masculinité, et je m'en étais beaucoup servi pour écrire. Et du coup, là, on fait une BD avec une illustratrice qui s'appelle Lucie Macaroni, qui a déjà fait des BD avec Marie de Brouwer sur la grossophobie et sur la sexualité. Et on fait une BD sur les cyberviolences, qui est censée sortir début 2027. Donc là, c'est encore Et donc moi, j'ai fait le scénario et l'enquête, parce que c'est une enquête journalistique. Et dedans, il y a des témoignages de femmes publiques qui ont vécu des cyberviolences. Donc il y a Rokhaya Diallo, Sandrine Rousseau,
et la streameuse Ultia qui ont accepté de me parler. Et à travers leurs témoignages, c'est aussi une réflexion plus large sur les cyberviolences et pourquoi les cyberviolences touchent majoritairement les femmes, les filles et les personnes LGBT, et encore plus quand t'es pauvre, racisé, non valide, grosse, etc., etc. Donc voilà, c'est l'actu, mais c'est dans 2027, quoi. Donc c'est dans longtemps. C'est dans longtemps. C'est dans pas si longtemps, ça va. Mais c'est ça va arriver vite en fait, parce que moi j'ai fini mon travail d'écriture en décembre dernier, mais là je vois la BD se construire, tu vois, de page en page, donc c'est très chouette, très marrant. Et je suis dans la BD, et donc j'ai mon personnage de BD, ce qui est un peu rigolo. Voilà, c'est très marrant de se voir dessiner. Et, tu es un peu notre François Ruffin. Oh non, ah non. J'espère que Est-ce je vais que tu pas seras faire dessiné comme ça? Je sais. Tu vas sauver le train. Ah là là, respectez la police. Que personne ne clippe. Personne ne clippe, ça détruit ma carrière. Oui. Je supprime à l'autre. Ah oui, il y a quelqu'un qui a dit dans le chat, c'est vrai que j'ai fait un Internet Explorer All Stars sur Origami il y a 2 semaines, et je crois qu'il y a le replay qui est sorti. Et c'est vrai que le replay est fou, et on apprend notamment qu'il y a une des personnes qui a imité, qui s'est fait passer pour Selena Gomez sur MSN, et j'adore cette histoire. Elle est vraiment incroyable. Et ouais, c'était fou. Mais non, l'actu, et après je continue à publier des articles, donc voilà. C'est à peu près ça, mais ça va être les vacances, j'espère, comme tout le monde, donc ça va être cool, quoi. J'espère aussi que tu auras des vacances, parce que vu tout ce que tu fais... Ouais. C'est quoi tes actus, toi, Sweet? Moi, j'en ai pas beaucoup en ce moment. Attends, je dis ça et à chaque fois j'ai 100 000 trucs, mais c'est parce que j'oublie. Bah oui, t'as plein de choses, c'est pour ça que je te demande. Non, mais je stream comme d'hab. Justement, 3 fois par semaine 3 fois par semaine. Incroyable. Là plus, vu qu'il y a ce stream-là en plus. Let's go, la petite prog. Non, mais en vrai, comme tu as parlé de ta BD, celles qui me connaissent et qui suivent les recos culturels tous les mois, donc j'en fais une demain, savent que je lis 600 BD par mois, et donc j'ai hâte de lire la tienne. T'es fan de BD du coup? En fait, normalement non, mais je sais pas pourquoi, comme toi, depuis, je me suis dit, tiens, mais la bibliothèque, ça existe en fait, parce que comme je suis au RSA, voilà, je suis au RSA et j'ai pas de thunes, et je suis en mode, mais qu'est-ce que je lis en fait? Et je me suis dit, je vais voir la bibliothèque, et en fait, je prends tout, c'est génial. tout ce qui passe. Non mais de fou, c'est génial. Donc voilà. Genre vraiment, c'est trop bien. 15 BD mais là, j'ai genre plein de BD de l'Iconoclaste là, en plus elles sont super. Donc ouais, j'ai la Titu Lecoq, j'avais pas lu le bouquin, du coup en BD c'est trop cool, et en plus moi j'ai une passion médiévale en ce moment, donc là j'ai noté genre plein de meufs du Moyen-Âge, j'étais en mode j'ai trop hâte d'aller diguer un peu ça. Et là j'ai de l'Iconoclaste, Notre combat qui est sur la ferme Mazan, Nos amours modernes qui est sur l'hétérosexualité, et je sais plus laquelle j'ai, Meuf de Marie Dubois aussi que j'ai pas lu. Mais c'est trop bien, la BD, on adore, c'est trop cool. C'est trop bien. Recos, alors. Et je peux t'en amener, tu vois, je peux t'enfiler sous le manteau à jour de play comme ça, tu vois, genre. Voler à la bibliothèque. Ce n'est pas très bien. Elle racle les fonds de bibliothèque, ça me fait trop rire parce que je suis en train de t'imaginer dans une bibli, en train de, tu sais, genre dans les... Avec plein de livres comme ça qu'elle ramène. Comment on appelle comme la régie à jour de play où je ramassais tout. je suis un rat. Le catering de jour de play, tu as bien raison. Et oui, mais maintenant qu'on n'a plus de Madeleine, c'est le drame. Ah, il paraît qu'elles étaient revenues. Écoute, elles ne sont pas revenues à la dernière mission. Je tiens à le dire. On m'avait promis. Parce que moi, j'essaie d'en mettre dans le sac de JB à chaque fois, quand il part, de JB pianiste. Parce que pour moi, c'est un enfant, hein, donc il mange des madeleines. Voilà. Il en a trop marre d'ailleurs. Oui. JB, les madeleines, il en a trop marre. Sache que je fais la même vanne à Manon, et je lui ai dit, j'espère que les madeleines sont encore là pour en mettre dans le sac de JB. Voilà, on est les 3 affreuses de jour de play. Et on bully. Magnifique. on bully les hommes. Les chroniqueurs. Et on leur met des madeleines dans leur sac. Et on met des madeleines dans leur sac. Mais non, BD, passion de ouf. Et je trouve que... je sais pas toi, mais moi, je me suis grave remise à lire depuis l'année dernière. Parce que la lecture, pendant longtemps, c'était un truc de travail, tu vois. Genre, je lisais des bouquins pour le boulot, mais je lisais pas de fiction. Et maintenant, je lis de la fiction de ouf. Mais du coup, il y a des soirs, je suis en mode, une petite BD, je sais que je vais lire ça, tu sais, en une traite. Ouais, et ça me fait trop kiffer. Genre, vraiment, quel kiff. Quel kiff.
Non, j'ai toujours lu, mais j'ai eu cette phase comme toi de lire pour le travail parce que il y a une époque où sortais une vidéo par semaine et je Let's go. travaillais, enfin, Comme une ouf. ouais, non, j'avalais tous les livres sur le cinéma, etc., pour faire des vidéos. Et donc, je ne lisais plus que des essais en anglais sur le cinéma. Et j'étais en mode, Ouais, non, mais c'est ça, en fait, t'en Voilà. peux plus. Mm. Mais c'est comme là, moi, j'essaie d'avoir une règle qui est que j'essaie de pas lire des trucs qui sont trop liés au travail, donc trop liés, genre, aux questions de genre, au féminisme et à Internet. Sauf qu'en fait, ça fait partie de mes sujets passion. Donc, du coup, c'est dur, tu vois, de trouver des trucs. Donc, je lis des romans de gare, je lis des trucs, tu vois, genre, ou de voir, je vais voir ma libraire, j'ai une super libraire là où j'habite, et je vais la voir, je dis, écoute, voilà, donne-moi un truc qui ne soit pas ce sujet-là. Elle me dit, ok, je vais trouver un truc qui se passe au Moyen-Âge, de fantasy, et tout, machin, genre en mode, ok, let's go. Magnifique. Mais ouais, sinon, t'es sur le taf tout le temps. Et quand tu finis, par lire des trucs, c'est des rapports, des essais en anglais, t'es en mode, il faut cesser là. Là, il faut passer. Il faut un juste milieu, disons. Exactement. C'est bien ça. Savoir faire les deux, quoi. Mais donc plein d'actu, suite, plein de streams et plein de recos, quoi. Moi j'aimerais, en fait c'est là en ce moment je suis un peu buggée entre guillemets, j'aimerais travailler sur le cozy game et l'écologie et je n'arrive pas à trouver l'angle. En fait j'ai juste l'impression, comme tu as dit sur ton livre, j'ai juste l'impression que je vais défoncer les cozy games alors que c'est pas mon but, parce que je sais que c'est très agréable en réalité, mais il y a beaucoup de critiques à faire et en fait c'est juste le fer de lance. Plein de critiques à faire. Trop intéressant. Mais c'est pas que le cozy game, en fait, c'est le jeu vidéo en entier, mais c'est même la pensée humaine en entier qu'il faudrait remettre en question. Allez, on est parti. Non, mais je vois ce que tu veux dire, mais en fait, je trouve que des fois, à force de bosser sur un sujet, d'en parler autour de toi, il y a aussi, moi, j'essaie toujours de me poser la question de pourquoi les gens aiment bien, tu vois, et sur le cozy game et l'écologie, je pense que, tu vois, si il y a tout le monde qui s'est rué sur genre Animal Crossing pendant le confinement, au-delà du fait qu'il y a une fétichisation de la ruralité de gens qui n'ont jamais connu la ruralité et l'agriculture, je pense qu'il y a un vrai truc de est-ce que c'est pas une forme d'utopie pour des gens, tu vois. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est une utopie claquée, parce qu'en fait, si l'utopie c'est Animal Crossing, moi j'ai pas envie de donner toute ma thune à Tom Nook, tu vois, ça me casse les couilles. Mais tu vois, je sais pas, je trouve que c'est intéressant. Mais il y a trop de trucs à dire et moi j'aime trop les contenus sur jeux vidéo un peu critiques, un peu politique. Voilà. Donc je bug là-dessus parce que je ne trouve pas mon angle et j'ai juste l'impression de défoncer le cozy game. Mais ouais. Donc un jour je vais trouver. Mais... Écoute, parce que c'est une si mauvaise idée que ça. Allez hop, ça dégage. Tiré. Tire à balles. La sniper qu'on l'appelle, Laurent Baffy de Twitch. Oh non. En même temps, c'est la balle perdue, mais je l'accepte puisque je t'ai traité de François Ruffin, donc. Ça me va, ça me va. Écoute, mon cœur reste ouvert. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là, de m'avoir accordé ton temps pour parler de tous ces sujets. Merci à toi, c'était trop cool. Ouais, je trouve que c'était important de parler de ça, de se renseigner sur qui nous déteste et pourquoi. Et aussi pour que les hommes du chat, les hommes cis du chat, puissent savoir comment peut-être aider quelqu'un, un pote, un frère ou je ne sais qui pourrait tomber dans ces idées nauséabondes parce que les femmes ont moins accès à ce genre de personnes. Et je vais citer Anna Gatsby que j'ai vu dans son spectacle Nanette. Si tu n'as pas vu ce spectacle, incroyable, ouais, voilà. Il est fou. Je crois que c'est un des seuls spectacles d'humour que j'ai regardé plusieurs fois. Là, j'ai juste cherché un extrait et j'ai repleuré et en fait j'ai trop envie de le revoir et je le conseille à tout le monde. Je trouve que plus tu le vois, plus tu captes, tu vois, des moments que tu avais moins capté la fois d'avant et tout. Il est fou ce spectacle, il est incroyable. Ouais, c'est une masterclass pour moi. Et donc elle dit cette phrase: je m'adresse aux hommes, en particulier aux hommes blancs et encore plus aux hommes blancs hétéros. Retroussez-vous les manches. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce live pourra vous éclairer. Les doigts des fesses, vraiment. Voilà, et lisez, non, mais c'est vrai. Lisez Formé à la haine des femmes parce que c'est un livre qui peut éclairer. Merci. Non, en vrai, c'est. J'espère. Même effectivement, il y a des passages durs, hein, et pourtant je suis quelqu'un d'assez verrouillé, on va dire. Voilà, je suis tanky.
Mais c'est vrai que le passage sur les tueries de masse, bah, voilà, ça existe et C'est ça pas ouais, on a peur que ça arrive en France, quoi. c'est ouais et puis, c'est un passage plus émotionnant parce que j'étais retournée à Montréal pour écrire, tu vois, cette Mmh. partie-là et je suis allée en commémoration devant Polytechnique, il y a une plaque pour les victimes et j'ai genre passé 10 minutes et j'étais en bad absolu, j'étais en Ouais, mode: ouais. «Waouh!» J'ai étudié à 5 minutes et j'étais jamais venue là. C'est genre j'ai dû, Ouais. revenir en fait pour aller là et c'était étrange. Mais oui, non, je sais plus, c'est Stéphanie Lamy qui dit entre chaque chapitre, faut regarder une vidéo de chat. Et je trouve que c'est une très bonne, très bon conseil là-dessus. Voilà. Eh bien, en tout cas, merci à toi de faire ce travail, pour que nous sachions et que nous puissions aider les générations futures à ne pas détester la moitié de la population. Donc voilà, merci pour ton On travail essaye. et Merci à toi pour merci au ch l'invitation. non, bah, c'est moi. Merci au chat d'avoir été là. Bien, bon travail Gessiel. Ah oui, parce qu'il y a des gens qui travaillent. Gessiel a arrêté son travail pour, venir nous voir. C'est assez fou et On dira rien au patronat, ne t'en bien fais sûr, pas. on ne dira rien. Chut. Ah! Bah, il y a Women in Game, qui stream, donc on va les raid. Ah, Voilà. c'est une bonne idée ça. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Bah, merci à vous. Bonne soirée. Reposez-vous bien. Bonne Repose-toi, Pauline soirée, merci beaucoup. et pour celles qui seront là demain à 17h, les recommandations culturelles. On a hâte. Let's go, plein de BD, encore une fois. C'est ça, 15 BD. Au revoir.